De toute façon, je te laisse lancer, hein. Alors, c'est parti. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Florent. Alors, est-ce que vous Bonsoir les nous filles. entendez bien? Est-ce que vous nous avez en visio avant qu'on attaque? On va juste contrôler que le son est bon, qu'on a bien les images. On a déjà du monde sur le chat. Séverine, Noélie, Sabrina, bonjour tout le monde. Je suis très contente de vous retrouver. Alors n'hésitez pas, vous avez le chat, vous pouvez me faire un petit retour. Oui, apparemment tout va bien, on nous entend et on nous voit, nous dit Noélie. Donc c'est super, on va pouvoir commencer tout doucement. Alors on a Florent qui est avec nous, on est très content de l'avoir. On le remercie de sa disponibilité. Donc Florent qui est du coup photographe professionnel. Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui et de dispenser cette classe pour FPL Formation. Et je te laisse te présenter un peu à tout le monde, vous expliquer un peu ton parcours, ton métier. Alors, Et bonjour à tous. Donc, ben, moi aussi, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, ben, tout simplement, hein, qui est mon métier, qui est ma passion aussi. On va l'aborder aujourd'hui d'un point de vue pour que ça vous soit utile dans votre pratique professionnelle. Donc, on va vraiment l'aborder, en tout cas en partie, d'un côté purement pratique, mais je vais également en profiter pour vous donner des bases qui sont applicables dans n'importe quel domaine de la photo. C'est-à-dire si parmi vous il y a des passionnés qui ont envie d'apprendre un petit peu à progresser en photo, ben, il y aura peut-être quelques indices ici et là. Donc oui, comme l'a dit Lucie, donc moi je suis photographe professionnel. Je la photo dans son ensemble, j'ose pas dire dans son intégralité parce que mais j'aime toucher à tout et donc j'ai pouvoir tester cette partie-là qui fait intégrante de nos vies à tous aujourd'hui en plus avec les réseaux sociaux et oui, tout ça où c'est vrai. on est tous confrontés, on a la poche aujourd'hui. Donc, moi, j'ai la chance aujourd'hui d'en vivre et surtout d'en faire dans des tas et des tas de domaines. Je travaille pour la presse, je travaille pour des professionnels, je travaille bien évidemment pour des particuliers, des mariages, etc. Mais je travaille aussi beaucoup pour les professionnels. Donc, ça peut être pour des équipes sportives professionnelles, ça peut être pour des boîtes de nuit, pour des restaurants. Je suis spécialisé aussi dans la photo culinaire. Ça peut être pour des repas qui sont commandés, donc en avant une gamme de produits ou pour mettre en avant une société dont ça m'est arrivé simplement Oui, pour faire ou la communication ou pour tout simplement proposer des solutions comme ça pour des business ou faciliter leur pratique de travail. Donc je me sers un peu de tout ça en sachant que je ne suis absolument pas du dentaire, hein, donc il y a peut-être certains points où Lucie me reprendra, où Lucie complétera, ou même vous via le chat, puisque vous avez le chat, je crois savoir. oui, Oui, il y a le chat. oui, Donc oui. vous avez le chat, donc s'il y a des questions, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez tout à fait interagir et tout à fait me dire oui, mais moi dans la pratique j'ai telle contrainte, et donc dans ce cas-là, on pourra voir ensemble comment on peut adapter, mais d'une manière générale, voilà quoi. On va essayer de parler de la photo, de ce qu'elle peut vous apporter au quotidien, professionnellement, et de comment le mettre en place. Voilà. Alors donc j'en ai divulgué déjà une partie, j'ai déjà spoilé un peu. Donc le sommaire que Lucien donc la première partie, quel intérêt d'avoir un équipement photo en cabinet dentaire. Donc on va voir par la suite, on va voir donc dans cette première partie pourquoi s'équiper. Bien sûr. Puisque justement, je vous ai dit qu'on avait tous l'appareil photo dans la poche. Alors à quoi ça sert de s'équiper? Donc ça, on va le voir. La deuxième partie sur les principes de base pour réussir ces photos. Donc, comme je vous ai dit, ça va servir pour vos photos personnelles également. C'est-à-dire que ça, je vais vraiment vous faire un topo rapide, bien évidemment, de la photo, de comment fonctionne un appareil photo. Et vous allez voir que c'est indispensable. Certains principes sont indispensables. C'est simple, hein, il y a trois, quatre principes. Et une fois qu'on les connaît, on comprend son appareil photo et on se dit ah c'est comme ça que ça marche. Comme ça, voilà. Une voiture, c'est bien de savoir qu'il faut passer. C'est pourquoi dans quel camp on met la première, dans quel camp on met la deuxième ou la cinquième. C'est déjà un peu mieux parce qu'on sait comment ça fonctionne. Tous des mécaniciens, mais on sait tous le principe. Quel est
est le principe différent sur la première inclinité? Ça vous permet de le mettre au bon moment. Ben là, ça va être exactement la même chose avec l'appareil photo. Et enfin, on parlera de l'équipement indispensable si on veut s'équiper en matériel photo, en cabinet dentaire. On parlera éventuellement de quelques accessoires aussi, mais ça on verra après par la suite en fonction des questions de chacun. Je vous propose de démarrer donc par la première partie. Quel est l'intérêt d'avoir un équipement photo en cabinet dentaire aujourd'hui? Donc la première raison, on l'a déjà dit, c'est pour la communication sur les réseaux sociaux. Donc c'est-à-dire que votre cabinet existe, bien évidemment, mais il se doit de communiquer et il se doit, aujourd'hui, je suis persuadé que, en tout cas, alors peut-être plus dans les centres dentaires ou dans les cabinets qui regroupent peut-être plusieurs spécialités ou plusieurs dentistes, plus que dans les cabinets, on va dire, traditionnels à l'ancienne où il y a un dentiste, une assistante, et là, on a peut-être moins besoin de communiquer sur les réseaux sociaux. En tout cas, on a peut-être un peu moins senti ce besoin-là, mais de plus en plus, on y vient. C'est-à-dire, quand je cherche un dentiste, ben, j'ouvre plus l'annuaire, je le tape sur Google ou je le tape sur Facebook. Il y a les recommandations Facebook, par exemple, aujourd'hui. Vous avez vu que les gens, ils posent des questions pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que on va poser la question, connaissez-vous un bon dentiste? Et les gens vont répondre en taguant la page du cabinet ou du dentiste. S'il n'a pas de page, il n'existe pas sur cette plateforme-là, et donc il va perdre cette nouvelle patientèle, parce qu'il faut toujours raisonner en nouvelle patientèle. Donc, c'est important d'exister sur les réseaux sociaux. Sauf que les réseaux sociaux, créer sa page, qu'elle soit Facebook ou Instagram, c'est bien. Maintenant, il faut l'alimenter. Une page qui que par du texte, pas attirante. Je vois que non, mauvaise connexion. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Parce que Sabrina me dit mauvaise connexion de mon côté. On peut me confirmer que... Alors, on a un bon son, mais c'est vrai que on avait l'image qui coupait un petit peu. Le son est nickel, hein, on t'entend bien, mais voilà, ça saccadait un petit peu au niveau de l'image de mon côté. Mais voilà, c'est pas, enfin, pour le moment, c'était pas dérangeant puisqu'on a entendu tout ce que tu nous as dit pour le moment. Hein. Enfin, bon, sauf si après, on me le confirme, mais moi de mon côté, c'est pas trop mal. Mais ouais, c'est pas terrible. Ça chie un peu au niveau visuel. Moi, je suis un spécialiste de la photo, donc de l'image fixe. Hein. Donc, dès que ça bouge, voilà, moi, ça me convient plus. Hein. Il faut que l'image, voilà. Vous imaginez que c'est plein de petites photos. Ça coupait pas mal, ouais, c'est ce que me disait. D'accord. Mais au niveau du son, on est bon. Hein. Bon, au pire, c'est vraiment... Moi, au niveau du son, ça va. Séverine me dit pareil. Donc, a priori, je pense qu'au niveau du son, ça va. C'est des fois l'image qui saccade un peu. Ah, ça coupe aussi. Ah, mince. Bon. On est un peu plus embêté. Alors, on va essayer de voir si on arrive à trouver une alternative ou non. Bon, au pire, si on voit, on coupera peut-être la caméra pour augmenter. Je ne sais pas si ça peut nous aider. Bon, après, certaines ont une bonne connexion. J'ai des choses à montrer. On continue comme ça. Vous me faites un retour si vraiment c'est trop... Ah ouais, si c'est trop gênant. Sinon, on essaie de continuer. Vous voyez, si là, c'est peut-être un peu mieux, parce que là, ça a l'air de passer un petit peu mieux. Alors, moi, sinon, je peux essayer... Parlant des réseaux sociaux, c'est vrai que c'est assez important. Hein. Alors, je vais essayer de trouver un autre moyen de connexion pour voir si c'est mieux. Ça risque de déconnecter de mon côté. Si ça déconnecte, je reviendrai dans la minute ou dans les 2 minutes. Voilà, ça, ce serait dommage que ce soit pas agréable à suivre ou à écouter. Donc, je vais voir tout de suite. Alors, donc vas-y, je te laisse développer à la limite sur les réseaux sociaux pour le côté vraiment pratique professionnel. Je reviens tout de suite avec vous. Ça va. Et tu nous rejoins avec une meilleure connexion. Ça marche, pas de souci. Bon, du coup, voilà, Florent va se reconnecter. N'hésitez pas à me poser des petites questions via le chat, hein, puisque là, du coup, je pourrais y répondre. C'est vrai que l'avantage des réseaux sociaux, que ce soit pour le cabinet dentaire, c'est vrai que c'est utile. On l'a vu aussi justement dans cette période de crise, ça nous a permis, avec tout ce qui était lié donc au Covid, de communiquer et de garder un peu un lien avec la patientèle et avec les patients. C'est un outil qu'il faut développer, aussi bien que
le site internet aussi, c'est intéressant et c'est pourquoi la photo va avoir sa place puisqu'on peut y mettre, comme disait Florent, des images de qualité, des images qui seront attirantes et qui seront du coup une vitrine. Puisque là, on va parler, que ce soit des réseaux sociaux ou que ce soit du site internet, on va parler d'une vitrine. Et du coup, c'est beaucoup plus intéressant et c'est beaucoup plus parlant si votre vitrine est belle, va montrer une bonne image de votre cabine. Et forcément, hein, si vous avez des belles photos, qu'elles sont bien faites et qu'elles mettent en avantage l'équipe et le cabinet, forcément, c'est une meilleure communication pour vous. Hein, c'est que des avantages. Alors, est-ce que Florent nous a rejoint ou non? Oui. Niveau connexion, est-ce qu'on est mieux? Tu es avec nous, Florent? Je suis revenu avec une autre réseau. Est-ce qu'on est bon? Pas sûr. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Bon, écoute, Ouais, on va j'étais essayer de là, continuer. donc Si c'est pas bon. Bon, là, moi, je t'entends, je te vois. Non, c'est encore moins bien comme ça, j'ai Après, l'impression. on réessaie, on voit. J'attends les retours de. Ça coupe encore un peu? Ouais, on est un peu assuré. Voilà, là, je suis revenu. Bonjour Mohamed qui arrive, qui était un peu en retard. On est en train de résoudre des petits problèmes de connexion. Vous n'avez pas loupé grand-chose pour les arrivants. On était en train de présenter du coup le matériel photo. Florent nous expliquait l'avantage des réseaux sociaux. Allez, c'est parti. Alors, on continue. Tout le monde est OK. Allez. Et ça marche. Allez, on continue. Donc, les réseaux sociaux, je te passe la main, Florent. Voilà, j'ai pas eu tout ce que tu as dit forcément parce que j'étais en train d'essayer de connecter, de reconnecter mon réseau. Donc justement en parlant de réseau, bon, on va parler des sociaux. Donc comme je vous expliquais, communiquer sur les réseaux sociaux, c'est aujourd'hui très important et une belle image, ça vaut tout le texte du monde, ça va attirer l'œil. Comme je vous ai dit, moi je travaille aussi un peu en presse. La photo d'un article, c'est primordial quand vous lisez votre journal. Vous vous arrêtez sur le titre et sur la photo. Voilà. Et après, en fonction de ce qu'on va vous montrer, vous allez lire l'article et donc vous intéresser au sujet ou pas. Alors, en dentaire, qu'est-ce que ça peut être des photos de communication? Ça peut être tout simplement des photos de l'endroit où vous travaillez, surtout si celui-ci est beau et récent et bien équipé, etc. Ça peut être aussi présenter votre actualité professionnelle, c'est-à-dire si vous recevez de nouveaux produits, une nouvelle machine, voilà. Ah, on a une coupure. On a difficulté aujourd'hui avec le réseau. Du coup, on va attendre que Florence reconnecte. Après, comme il développait, c'est vrai que c'est la vitrine. On peut mettre en avant via la photo beaucoup d'éléments. Comme nous expliquait Florent, on peut mettre en avant le matériel qu'on va utiliser. Peut-être une nouvelle machine. Je ne sais pas si vous avez fait l'acquisition d'un laser, si vous avez fait l'acquisition d'une caméra numérique pour faire des empreintes. Tout ça, ça vous permettrait du coup de mettre en avant une nouvelle technologie au cabinet. Après, ça peut aussi donner une idée de l'esprit du cabinet. Donc, vous pourrez bien prendre en photo votre équipe, vous montrer vous en équipe, de voir que vous êtes une équipe dynamique, sympathique. Ça met aussi en avant l'équipe. Donc, c'est vraiment avantageux. Oui, j'ai repris le relais puisque Flo, ça a coupé, Florent, du coup. Je disais que ces photos mettaient en avant le matériel. Donc, si on avait un nouvel investissement pour montrer une nouvelle spécialité, voilà. Je pense que c'est comme ça que tu voulais développer. Bien sûr. Éventuellement, une dynamique d'équipe. Mettre en avant les profils. Une dynamique d'équipe, ça on peut le mettre. Justement, ça peut créer aussi une image d'équipe soudée, une image de groupe qui au-delà de son simple travail, j'ai envie de dire, du travail, vous savez, le travail alimentaire, on est obligé de se lever le matin, on est obligé d'y aller, et voilà. Non, c'est là, on aime faire ce qu'on fait, et si on le transmet, on va également on va transmettre ça à nos patients et les patients, surtout dans votre métier, il y a aussi peut-être un petit peu d'anxiété, un petit peu de, je veux dire, de gens qui viennent un peu à reculons chez le dentiste, ils n'ont pas forcément envie, ils ont l'appréhension, ou ça leur prend du temps, ils ont d'attendre dans la salle d'attente, etc. Enfin, il y a des tas de facteurs qui font que si on sait qu'on va tomber face à des gens qui n'ont pas envie d'être là non plus, on va pas faire l'effort en tant que patient d'y aller, ou en tout cas pas avec peut-être la bonne volonté ou avec le bon état d'esprit. Alors que si on sait une équipe qui aime faire ce qu'elle fait, qui va vous accueillir dans des bonnes conditions, qui fait attention à votre bien-être, parce que voilà, regardez, on vous a installé la télé dans la salle d'attente, je sais pas moi, mais qui a des attentions comme ça pour sa patientèle.
et ben quelque part, quand j'y vais, je vais être un petit peu plus détendu parce que je sais qu'on va m'écouter, je sais qu'on va faire attention à moi. Donc, vous allez aussi créer une ambiance via les réseaux sociaux, une ambiance, une image. Vous allez créer l'image que vous voulez donner. Vous allez être maître de votre image. Ça, aujourd'hui, c'est très important, c'est que vous êtes maître de l'image que vous voulez renvoyer en tant qu'entreprise, tout simplement, parce que c'est avant toute chose, c'est, vous me corrigez si je me trompe, Camélie Dentaire, c'est également une entreprise de la santé, mais c'est une entreprise quand même. Il y a aussi également, alors ça, je sais pas à quel point ça peut être, ça peut vous aider. Peut-être que ça concerne plus le dentiste que les assistantes, mais vous allez peut-être aussi pouvoir créer des partenariats grâce à ça, parce que il y a des commerciaux qui viennent vous voir, j'imagine, pour du matériel, pour des produits. S'ils savent que vous les mettez en avant, alors je sais pas, je suis pas au fait tout à fait de des limites, on va dire, de la publicité. Après, ou en tout cas de la communication, mais on a reçu telle gamme de telle marque. On est enfin équipé, voilà, avec la dernière gamme de telle marque. Eh ben, peut-être qu'en faisant ça, s'il y a 1000 ou 2000 ou 3000 personnes qui vous suivent sur votre page, peut-être que le commercial, vous allez pouvoir lui dire, regarde, j'ai parlé de toi quand même en bien, ça serait bien de m'offrir une petite boîte en plus ou de faire un petit truc en plus. Ça peut faire partie du jeu. En tout cas, les réseaux sociaux vont vous aider sur votre communication, et donc les images qui vont accompagner votre communication vont donner un vrai poids, une vraie existence à votre discours. Voilà. Ça, c'est pour la partie communication sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Après, il faut prendre ça avec beaucoup de... On a un petit écho, non? Non, ça va. Je m'entends parler. Ok. Faut prendre ça avec un peu de mesure, parce que la publicité, bien évidemment, dans le domaine dentaire, par le Conseil de l'Ordre, on n'a pas un réel droit de publicité. Donc, ça peut être... faut plutôt faire attention. Les réseaux sociaux peuvent être une belle vitrine. Maintenant, je ne sais pas si... Oui, il y a un écho. Je ne sais pas si on peut du coup proposer les marques. Après, bien évidemment, ça peut être fait sous une autre forme ou peut-être sur des groupes privés, peut-être pas quelque chose de public. Il faut voir. Il faut s'assurer de ça, hein, de ne pas avoir des soucis, puisqu'on ne peut pas faire de publicité en direct en tant que chirurgien dentiste. Après, par contre, ce qui est tout à fait faisable, c'est que les patients peuvent faire la publicité pour vous. Ça, en l'occurrence, c'est tout à fait envisageable. S'ils tombent sur votre page, ils peuvent très bien communiquer pour vous et mettre en avant le cabinet pour vous. Ok, voilà. Okay. Enfin, c'est ma petite aparté concernant les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a encore un petit écho? Parce qu'apparemment, il y avait un écho. Là, moi, ça a l'air d'être résolu. Vous me dites. Hein. Sinon, on continue. Je continue avec le point suivant pour Florent. Donc, le point suivant, donc la photo, c'est également un outil de travail au quotidien. Parce que là, on a parlé de l'aspect externe, on va parler de l'aspect interne, et je pense que c'est celui qui va vous intéresser le plus, c'est-à-dire en quoi la photo peut vous aider professionnellement. Tout simplement, vous avez un travail de suivi. Vous avez un travail de suivi, donc vous avez des patients qui reviennent régulièrement, que ça soit pour pour de la paro, pour de l'implanto, pour de l'ortho, enfin pour tous ces domaines-là où il y a un traitement qui est étalé sur plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années même parfois. Et j'imagine que suivre l'évolution, c'est quand même quelque chose d'important pour vous. Et donc un bon suivi, un bon dossier patient, c'est un dossier le plus complet possible. Et comment comment être complet si on n'a pas le visuel de l'état des lieux d'il y a 6 mois ou d'il y a 1 an ou d'il y a 2 ans. Je ne sais pas si ça existe, le cas d'un patient, d'une maman qui a mis son enfant en orphelin, qui a fait suivre à son enfant des soins d'ortho, un appareil dentaire, et qui au bout de 2 ans n'est pas contente parce que on voit pas le résultat, ou je sais pas si ça existe, mais en tout cas on a des moyens de comparaison. On peut aussi montrer à un patient, voilà, l'avant, l'après, pour lui dire regardez les progrès qu'on a fait, ouais. ou regardez, voilà, comment on dit, l'inflammation, regardez l'évolution de l'inflammation comme c'est positif, etc., etc. Donc, et puis même pour vous, pour savoir un petit peu s'il y a des récurrences aussi dans certains sites infectieux, ou je sais pas. Enfin voilà, ça c'est vous qui au quotidien allez bien évidemment trouver l'intérêt, mais en tout cas un dossier patient qui a un visuel chacun ses passages, je ne vois pas comment ça ne peut pas vous aider au quotidien quand vous allez faire un historique. Voilà. Donc,
L'outil de travail au quotidien, ben, l'appareil photo est indispensable. Alors là, normalement, ben, comme on l'a dit tout à l'heure, mais on a déjà tous un appareil photo. Alors, on est d'accord, on a un appareil photo, donc pourquoi ne pas utiliser, enfin voilà, moi je prends mon téléphone qui est là, ouvrez la bouche madame, clac, je prends ma photo, c'est bon, elle est faite, voilà, c'est super, après le soir je fais mon tri, etc. Très bien. Oui, ça c'est bien si vous voulez donner l'image d'amateur. Parce que le téléphone est aussi belles les photos soient-elles à l'heure actuelle, parce que les téléphones ont des appareils photo maintenant intégrés qui font des images qui sont superbes d'un point de vue définition. Et j'irais presque dire uniquement d'un point de vue définition. On va y revenir un petit peu plus tard sur les principes de la photo, mais voilà, il fait des super photos et c'est un super outil au quotidien. C'est-à-dire que même moi, ça m'est arrivé en presse d'envoyer des photos via mon téléphone parce que j'avais un problème avec mon appareil ou parce que justement je travaillais pas ce jour-là ou que j'avais pas mon appareil sur moi à ce moment-là précis. Il se passe quelque chose devant moi. Boum, je sors mon appareil, je prends ma photo. Elle est faite quand même. Ça c'est super. Mais si demain, moi, je débarque dans que ça soit, je sais pas moi, un match, ou si je vais chez un client et que je débarque avec un smartphone, il va me rironner. Voilà. Oui, bien sûr. Donc, il y a un aspect avant tout, image du cabinet, où un appareil photo va faire professionnel, va faire plus professionnel qu'un téléphone. Surtout qu'après, il y a toute une partie aussi asepsie. Si vous avez votre téléphone dans la poche de votre blouse, déjà, je suis pas sûr que ça soit recommandé en termes d'hygiène. Et ensuite, justement, vous travaillez, vous plongez votre main dans votre poche, vous la sortez, vous sortez votre téléphone, vous rentrez. Moi, il y a quelque chose qui me dérange. Si je vais chez un dentiste et que l'assistante sort son téléphone, fait une photo des travaux qu'il a réalisés dans ma bouche et qu'elle rentre, j'ai l'impression qu'elle se l'est faite pour sa collection personnelle. Voilà. Donc il y a vraiment une question avant tout d'image du cabinet. Et après, il y a bien évidemment une question de qualité de la photo, que vous le vouliez ou non, que vous ne pourrez pas atteindre avec un smartphone et que vous pourrez atteindre avec du matériel photo. Voilà. C'est mathématique. Il y a plus de technologie photographique là-dedans que là-dedans. Voilà. C'est ça. Même si on a pu miniaturiser des tas de choses, même si il y a des logiciels qui compensent aussi, qui créent artificiellement certains effets, l'appareil photo, s'il est bien utilisé, il vous fera toujours des photos de meilleure qualité. Voilà. Alors, il y a quelques petites questions, sur le chat, je te coupe, Florent, vis-à-vis, donc il y a certains patients qui se laissent pas faire de photos et on parle aussi de données personnelles. Bien évidemment, il faut le consentement du patient et je pense que du coup, comme l'expliquait Florent, de faire des photos avec un appareil professionnel qui est exclusif au cabinet, ça passe mieux que de le faire avec son portable qui retourne dans sa poche. Effectivement, en l'occurrence, c'est l'appareil photo du cabinet, ça va rester sur quelque chose a priori de sécurisé. Je ne sais pas si je me trompe, vu qu'après, on va voir comment on peut distribuer les photos facilement, en fait, sur son logiciel. Est-ce qu'il faudrait qu'on fasse signer peut-être un document? Toi, Florent, tu fais peut-être ça avec tes clients ou une décharge, un droit à l'image, des choses comme ça. Même si finalement, on ne les voit pas, on voit que leurs dents, a priori. Non, moi dans ce cas-là, dans le cas, alors j'entends l'argument RGPD, mais il en est de la même. C'est comme si vous demandiez l'autorisation pour lui demander son numéro de sécurité sociale ou son nom de famille. C'est-à-dire que là, si la photo, c'est une photo professionnelle qui va rester dans le circuit du plan de soins, il n'y a pas d'autorisation à demander à partir du moment où déjà c'est anonyme, c'est-à-dire que bien évidemment vous allez cadrer votre photo. Peut-être en ODF. En ODF, on a peut-être les visages des patients. Ouais. Pardon, j'ai pas compris. Ouais. En ortho, pour les enfants, pour les traitements d'ortho, généralement, on fait des photos de face et profil. Donc, on a les visages entiers. Et c'est vrai que là, à l'occurrence, il y a des autorisations qui seront du coup obligatoires, surtout que c'est des enfants sur les 3/4 du temps. Donc là, il y a ça. Là, il y a le principe. Il y a deux notions. Moi, j'entends deux notions. J'entends la notion d'enfant. Ouais. Donc mineur, donc soumis à accord de l'autorité parentale, et la notion visage entier. Voilà. Là, on a les deux facteurs bloquants. Voilà. Vous enlevez déjà enfant. Donc déjà, la personne est responsable et peut dire oui, peut dire non, etc. Alors après, on
va pas se mentir, hein, de la même façon que vous tombez sur le patient extrêmement rare qui arrive dans le cabinet et qui dit moi je veux pas ouvrir la bouche, ben donc je peux pas faire mes soins. Moi je veux pas qu'on me prenne en photo, ben je fais pas la photo. Bon voilà, mais ça va être un cas sur combien? Ça va pas être un cas sur deux ou un cas sur trois, ça va être des cas vraiment rares. Ouais. Surtout si vous expliquez, voilà, je fais la photo pour le dossier, c'est la photo pour le dossier. Puis dans votre intérêt, puisque le but c'est de leur montrer aussi à eux l'évolution, de pouvoir leur prouver le travail. Il y a quand même un avantage pour eux, patients, hein, puisqu'ils pourront le voir. Voilà, hein. mais ça, il faut même pas, à la limite, il faut même pas l'expliquer. Je veux dire, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue commercial, si vous justifiez le fait de faire une photo, ben, vous ouvrez la porte à ce qu'on vous trouve un contre-argument. Voilà, ça c'est quelque chose moi que j'ai appris dans la pratique. Si je vais demander à des gens l'autorisation, est-ce que je peux faire telle ou telle photo, ben, j'ai le risque que ça soit non. Si je fais ma photo, elle est faite. Monsieur, pourquoi vous avez fait la photo? Pour ça, vous inquiétez pas. Et là, ça passe beaucoup mieux. Voilà. Il y a un taux de réussite. Bien évidemment, il y a toujours le respect de la personne qui va refuser. Il va dire non, moi, je veux absolument pas. Moi, par exemple, je travaille également par exemple, je prends l'exemple pour des boîtes de nuit qui des fois m'appellent. On fait telle soirée, on veut un photographe qui vienne prendre en photo les gens. Vous imaginez dans une boîte de nuit si je demande l'autorisation aux gens de les prendre en photo avant. On s'en sort pas. Je casse le moment, ils vont commencer à se poser des questions. En revanche, ça m'est arrivé de prendre des gens, ils viennent me voir après. Moi, j'aimerais ne pas être pris en photo, aucun problème, c'est effacé. Voilà. C'est tout. Là, vous, à partir du moment où ça fait partie de votre routine, il n'y a pas de question à se poser. Vous prenez la photo, c'est dans votre dossier. Bien évidemment, il faut que vous soyez hyper strict sur le traitement des données. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que votre photo, un jour, elle soit publiée ou qu'elle se retrouve sur le dossier d'un autre patient. Ça, bien évidemment. Mais la photo fait partie de votre routine de travail. Pourquoi vous avez pris la photo? C'est dans le dossier, comme ça on a le suivi, comme ça on peut voir l'évolution, on peut adapter le plan de traitement, c'est quelque chose qui est qui est à votre bénéfice, tout simplement. Ah d'accord, bon ça va. Mais ça va pas sur ah non, regardez, de toute façon c'est anonyme, on a cadré que la bouche, on reconnaît pas les visages, oui, voilà, s'il n'y a pas de possibilité. En revanche, la possibilité de reconnaître, on peut prendre le cliché, je dirais, et demander si on veut les utiliser. On est d'accord que là, en l'occurrence, s'il y a une utilisation, je dirais, un peu commerciale ou autre, là, il faudra l'accord. S'il y a une publicité, il faut l'accord, ça bien évidemment. Moi, je pense, j'avais vu le cas d'un cabinet dentaire justement qui faisait faire des photos aux patients en orthodontie, donc aux enfants en général. Ils prenaient la photo uniquement de la bouche. Uniquement de la bouche de l'enfant et l'enfant posait donc avec le téléphone juste devant lui. Donc on le reconnaissait pas comme je fais actuellement, vous voyez. Donc côté écran bien évidemment, côté écran et avec son sourire sur l'écran à la place de la tête. Et donc on avait l'enfant qui tenait sa tablette, c'était pas un téléphone, c'était une tablette, qui tenait sa tablette devant sa tête et avec son gros sourire, que ça soit avec ou sans son appareil dentaire. Et après le cabinet, il est posté sur Facebook. Donc là, bien évidemment, j'imagine que il y a une autorisation quand même. Il y a une autorisation tacite parce que si l'enfant pose avec la tablette, c'est déjà on s'est mis en position pour prendre une photo, il est au courant qu'on le prend en photo. Mais pour s'assurer le coup, un petit contrat signé, j'autorise l'utilisation de la photo. On est tranquille. Comme ça, quand la mère rentre à la maison, si le père dit ah mais moi j'étais pas d'accord et qu'il revient, regardez, c'est signé. Monsieur, c'est signé. Oui, voilà, moi, je suis couvert juridiquement. Voilà. Que tout le monde soit serein là-dessus. Ok, d'accord. Voilà. Nickel. Donc on a fait le tour sur pourquoi pas un smartphone. Alors attention, maintenant, le smartphone, vous pouvez vous en servir pour l'aspect communication sur les réseaux sociaux, pour prendre votre nouvel appareil qui vient d'arriver. Ça sera toujours mieux avec un appareil photo réflexe dont vous savez vous servir, mais j'ai mon appareil photo, je fais mon appareil photo, enfin, j'ai mon smartphone, je prends mon smartphone, je fais ma photo. Il n'y a aucun souci là-dessus, surtout maintenant avec la qualité de certaines photos sur les smartphones. Mais pour que ça devienne un véritable outil de travail, appareil photo réflexe, on va y revenir en troisième partie sur comment le choisir et comment s'équiper au mieux. Mais voilà, quoi, appareil photo réflexe, c'est pour moi indispensable. Ok, super. Du coup, ensuite, donc principe de base. Donc on bascule sur la deuxième partie. Donc on va apprendre à se servir de cette grosse machine qui peut faire un peu peur. Alors là, bon, c'est un modèle un peu plus gros, donc vous n'aurez pas besoin de commencer par un modèle aussi complet, mais
Faut pas avoir peur de ce boîtier et de ce gros objectif où il y a plein de boutons et il y a plein de données. La photo, il y a vraiment une notion. Enfin, la photo, c'est tout simplement de la lumière. Voilà, on va partir d'un principe que la photo, c'est de la restitution de lumière. Voilà, on va capter un moment. Le moment qu'on voit, on le voit parce qu'il y a de la lumière. Voilà, que ça soit du blanc, du noir, n'importe quelle couleur, c'est de la lumière. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. On va pas tout détailler les longueurs d'onde, etc. Mais la lumière, ce sont des ondes. Il y a une partie de la lumière qui est visible. Puisque la lumière, les rayons X que vous avez dans les cabinets radio pour faire vos panneaux, c'est exactement la même chose que la lumière que vous voyez, qui vous permet de voir. Je sais pas s'il y a des aveugles parmi nous qui font juste nous écouter. Je n'aurais pas. Mais bon, mais voilà, on va partir du principe que tout le monde est voyant. La lumière, c'est une longueur d'onde. Voilà, je crois que c'est entre 400 et 700 mégahertz, ou je sais plus, etc. Mais il y a une longueur d'onde et l'appareil photo va restituer ces longueurs d'onde. Voilà, en très très gros, c'est ça. Donc, il faut qu'il y ait une quantité de lumière qui pénètre dans l'appareil, qui aille s'inscrire sur la pellicule. Alors, je vais faire exprès de dire la pellicule parce qu'avant, pour les plus vieux d'entre nous, vous vous souvenez qu'avant les appareils photo numériques, il y avait une pellicule, que si la pellicule, quand on l'ouvrait, on lui faisait prendre la lumière, elle était cramée, elle devenait blanche. Ouais. Aujourd'hui, la pellicule, elle est remplacée par un capteur. Un capteur, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un carré à l'intérieur de votre appareil photo, dans lequel va venir taper la lumière, et en fonction de la quantité de lumière, et je parle bien de quantité de lumière parce que la lumière, ça se quantifie, en fonction de la quantité de lumière, ça va donner un point, un pixel plus ou moins lumineux, plus ou moins intense, avec une certaine couleur. Voilà. Donc, on part du principe que ça, votre appareil photo, il y a un capteur au bout dans lequel vous allez faire rentrer de la lumière. Voilà. Et cette lumière, c'est ce qu'on appelle donc l'exposition, donc plus ou moins exposé, plus ou moins de lumière. On va pouvoir jouer sur le triangle d'exposition. Donc il y aura la vitesse, l'ouverture et la sensibilité. On va revenir sur ces 3 points bien évidemment, puisque c'est vraiment la base de la prise de vue photographique. Mais quand vous maîtriserez ces 3 leviers, vous n'aurez quasiment, je schématise, plus rien à apprendre en photo. Vous aurez compris la photo, tout simplement. Et après, vous allez pouvoir travailler sur des tas d'autres choses, bien évidemment, mais via l'expérience notamment. Mais voilà, vitesse, ouverture, sensibilité. Ce sont 3 leviers qui vont jouer sur la quantité de lumière qui va venir frapper votre capteur. Et avec ça, vous allez pouvoir faire des photos parfaites. Net, tout simplement. Parfaites. Ouais, top. En deuxième point, on va voir la distance focale. On va voir ce à quoi ça correspond et ce sur quoi ça joue. Et donc, alors la distance focale, pour vous enlever le suspense, hein, c'est un nom très, on va dire, qui a l'air barbare comme ça. C'est juste le zoom. Voilà, on va dire c'est le zoom. Distance focale, c'est le zoom. Mais on va voir sur quoi ça joue et donc quoi choisir par rapport à votre pratique. D'accord? Et enfin, on fera un point rapide sur la balance des blancs parce que ça va cette fois-ci toucher sur la teinte de vos photos. Et si vous avez un triangle d'exposition qui est bon, une distance focale qui est bonne, mais que vous ne comprenez pas le fonctionnement de la balance des blancs, alors je vous rassure, vous allez voir que ça se fait la plupart du temps automatiquement, mais vous allez vous demander pourquoi ma photo elle est de telle couleur alors que c'est pas ce que j'ai en réalité. Voilà. Donc on va voir ces points-là. Et avec ça, normalement, vous serez paré pour prendre un appareil photo réflexe en main et partir à la conquête, que ce soit du cabinet dentaire ou même du monde qui vous entoure et d'aller l'explorer. Donc, on est d'accord que sur n'importe quel appareil photo réflexe, on aura ces options, ces réglages qui seront standards pour tout, en fait. Je ne sais pas si vous avez des appareils déjà. Faites-moi un petit retour en cas pour qu'on sache un peu sur le chat qui a déjà peut-être des appareils photo au cabinet, quel type d'appareil photo du coup, pour voir si ça vous parle et si vous avez des questions par rapport à ça. Ok, d'accord. Je te laisse développer, Florent, du coup, c'était juste une petite question pour être sûr.
Oui, ça on a tout. Donc ça, on a tout sur les appareils photo réflexes. Également sur des appareils photo. Maintenant, c'est une nouvelle sorte d'appareil photo. C'est les appareils mirrorless qui sont un petit peu en concurrence avec le réflexe. Là, je vais absolument pas en parler puisque on parle vraiment du fonctionnement de la mécanique, du chemin de la lumière dans l'appareil photo. Et je pense que pour le moment, ça ne vous intéresse absolument pas. Et en tout cas, ça vous sera pas d'utilité pour comprendre ça. Alors, petit aparté, hein, le triangle d'exposition, il est valable également sur smartphone, hein. Sauf que vous n'avez pas accès à toute ou partie de ces paramètres. C'est-à-dire que quand vous prenez une photo avec votre smartphone, il a une vitesse d'obturation. Il le fait tout seul. Il a une vitesse, sauf que vous ne pouvez. Alors maintenant, sur certains, on commence à avoir la main, mais c'est moins pratique qu'avec une simple molette qui est dédiée sur un appareil photo. Mais la vitesse, l'ouverture, la sensibilité, ça fait partie intégrante de l'appareil photo de votre smartphone, sauf que vous n'avez pas accès à ces données, ou alors très difficilement. Okay. Voilà. Donc, on va commencer par ce fameux triangle d'exposition. Triangle d'exposition, en premier, je vous ai parlé de la vitesse. Alors, on va y revenir un petit peu plus tard, je vous ai mis une petite image pour résumer, mais donc je vous ai parlé de quantité de lumière, d'accord ? Vous avez une certaine quantité de lumière qui va rentrer. La vitesse, c'est le temps que vous allez laisser à la lumière pour entrer. Alors, Stéphanie, j'aimerais acheter un réflexe, mais je n'y connais rien. Ça, on va y revenir dans la troisième partie, et je pense qu'on aura la réponse à cette question. Alors, c'est soit je n'y connais rien à la photo, et donc dans cette deuxième partie, on va y répondre, soit je ne sais pas quel appareil prendre, et là, c'est dans la troisième qu'on va y répondre, vous verrez. Il n'y a pas de magie là-dedans. Ça va être très, très simple. Donc, je reviens sur ma vitesse. Vous avez donc un temps, je dis une vitesse d'obturation. Qu'est-ce que ça veut dire une vitesse d'obturation ? Donc on a un obturateur à l'intérieur de notre appareil photo et on a vous avez tous, quand on fait une photo, on a un enfant avec nous, tiens, je fais la photo, clic-clac. Voilà. Et ce clic-clac, d'où il vient ? Puisqu'il est réel, ce clic-clac. Pourquoi pas juste clic ? Voilà. Moi, quand je prends la photo avec mon téléphone, j'appuie, clic, elle est prise la photo. Non, il y a ce clic-clac qui reste dans l'inconscient collectif. Le clic-clac correspond à quelque chose. Le clic-clac, en fait, c'est l'ouverture de l'obturateur. Comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a un capteur sur l'appareil photo, anciennement une pellicule, qui, si elle est exposée à la lumière, reçoit de la lumière, et à partir d'une certaine quantité de lumière, va devenir toute blanche. On part du principe que le capteur est noir, et plus il va y avoir de lumière, plus ça va blanchir. D'accord ? D'accord. Mon clic-clac, c'est tout simplement clic, j'ouvre mon capteur à la lumière, clac, je referme. Voilà. J'ai laissé mon obturateur ouvert tant de temps. Donc, comme vous voyez sur le PowerPoint, 1/40e de seconde ou 1 millième de seconde. Clic-clac, clic-clac. Voilà. Ces deux photos ont eu une durée d'exposition différente. Qu'est-ce que ça a également comme incidence, à part la quantité de lumière ? C'est la prise de mouvement. La vitesse va jouer sur la prise de mouvement. Si j'ouvre mon obturateur, clic-clac, j'ai pris instantanément ce que j'avais. C'est-à-dire que comme vous voyez sur la photo de droite, l'image est parfaitement nette. Pourtant, une moto, a priori, ça va vite. On est d'accord, il n'est pas sur la béquille, il est en train de rouler, ça a l'air d'être une course, donc peut-être qu'il va très vite. Elle passe de profil, donc de profil, il a quand même... Voilà, si je vous passe ma main comme ça, vous la voyez enfilée, tout simplement. Et là, pourtant, sur ma photo, elle est nette. Pourquoi ? Parce que mon obturateur s'est ouvert et refermé en 1 millième de seconde. C'est quand même très rapide. C'est-à-dire qu'en 1 seconde, si on avait le moyen on pourrait faire 1000 photos, quoi, en 1 seconde. D'accord. Okay. Celle de gauche, vous voyez que c'est beaucoup plus flou. Oui, vous voyez que c'est beaucoup plus flou. Pourquoi ? Parce que 1/40e de seconde. D'accord. Voilà, 1/40e de seconde, c'est un peu plus d'un tiers, presque la moitié d'une seconde, presque une demi-seconde. Non, je dis une bêtise en plus. Non, 1/40e de seconde, c'est déjà court. Mais pour une moto qui va vite, ben, vous voyez que ça crée un léger flou. Et plus votre vitesse d'obturation va être lente, plus vous risquez d'avoir cet effet flou. Alors, ça peut être volontaire. Ça peut être volontaire. Vous, dans votre cas, vous allez rechercher la netteté. Donc, il va y avoir une vitesse plancher en dessous de laquelle il faudra pas descendre. Parce que si vous allez trop lent,
un 40e, un 30e, un 20e, une seconde même, pour faire un tiers, une demi-seconde, une seconde, 2 secondes, 3 secondes. Ben, vous imaginez, en 3 secondes, je tiens mon appareil, clic, et puis je fais des micro-mouvements comme ça avec mon appareil, clac, ma photo, elle est toute floue. Et le moindre mouvement imperceptible, ça va vous donner un flou. Une fois qu'on sait ça, donc maintenant on sait qu'il faut qu'il y ait une vitesse suffisamment élevée pour figer l'image. D'accord. Une fois qu'on sait ça, eh ben, on revient sur notre notion de quantité de lumière. Parce que si mon obturateur... Non, tu peux revenir sur l'image d'avant. Si mon obturateur, il fait clic-clac, je lui ai laissé très peu de temps pour faire rentrer de la lumière. Donc, à paramètres égaux, ben, si ma vitesse est plus rapide, je vais laisser rentrer moins de lumière. Si j'ai une vitesse 2 fois plus rapide, je vais laisser rentrer 2 fois plus de vitesse. Sur les deux photos que vous voyez, entre 40 et 1000, je fais vite fait, c'est quoi? C'est le rapport, il est de 25. Il y a 25 fois moins, si je fais une erreur de maths, vous me le dites, hein, parce que c'est possible. Hein. Mais il me semble que c'est 25 fois. Si pour une même photo, dans les mêmes conditions, je fais rentrer 25 fois moins de lumière, ben, ma photo sera 25 fois plus sombre. D'accord. Alors que là, pourtant, peut-être que la course de moto, c'est peut-être la même, et les deux motards sont éclairés de la même façon. Donc, j'ai dû jouer sur un autre paramètre. Forcément, vous l'avez compris, un des deux autres qui complète le triangle d'exposition. Donc, on va passer sur le deuxième point, donc là, qui est l'obturation, qui est l'ouverture, pardon. Et donc, l'ouverture, c'est tout simplement, c'est la façon dont on va s'ouvrir votre objectif. Votre objectif, il est composé de lamelles. Ça, c'est ces lamelles-là du diaphragme. C'est une image qu'on a bien tous quand on voit l'appareil photo et qu'on a ça associé à l'appareil photo. D'ailleurs, il y a même des logiciels qui s'en servent comme logo. Je crois que Picasa, pour ceux qui s'en servent, c'est le logo de Picasa. Enfin, il y a d'autres logiciels également. Donc, l'appareil photo, on l'associe souvent à cette image avec ces lamelles du diaphragme qui peuvent s'ouvrir ou qui peuvent se refermer. D'accord. C'est exactement, donc voilà, donc sur votre objectif, vous voyez, donc ça va être à l'intérieur et en fonction de l'ouverture que vous allez avoir, vous allez avoir votre ouverture qui va être plus ou moins grande. C'est tout simplement le même fonctionnement que l'iris. Que votre pupille, tout simplement. Que l'iris qui est le muscle et que la pupille. C'est-à-dire que vous avez bien vu, c'est notamment, c'est encore plus emblématique par exemple pour les chats, pour ceux qui ont des chats, quand ils sont dans le noir, ils ont les pupilles extrêmement dilatées et dans la journée, les pupilles où c'est de simples fentes. Nous, nos yeux fonctionnent exactement de la même manière. Quand vous arrivez dans un endroit très lumineux, vos pupilles vont se rétrécir. Si je vous braque une lampe, ça va se rétrécir. Si vous arrivez dans le noir, les pupilles vont se dilater d'un seul coup pour faire rentrer tout simplement plus de lumière. Voilà. Vous imaginez une bouteille d'eau, je sais pas. Si vous avez un entonnoir, avec un embout très fin, ça va couler tout doucement en goutte à goutte. Si votre goulot est plus large, comme pour une bouteille d'eau, par exemple, je prends ma bouteille d'eau, je la mets à l'envers, ça va couler plus vite que l'entonnoir qui a un embout beaucoup plus fin. On est toujours dans la quantité de lumière. Et donc là, comme vous voyez sur l'image, plus je vais fermer, moins je vais pouvoir faire rentrer de lumière. Tout simplement. Alors, la petite notion qui, en général, est un petit peu contre-intuitive, c'est que plus le chiffre est petit, plus c'est ouvert. Alors qu'on aurait tendance à penser que plus l'ouverture est grande, plus le chiffre est grand. Non, c'est l'inverse. Plus l'ouverture est grande, plus le chiffre est petit, plus l'ouverture est grande. Là, on le voit, vous avez la F22, vous voyez que la lumière, elle passe par un tout petit point, et vous voyez qu'à F1.8, là, on fait rentrer, c'est la porte ouverte, allez-y, open bar, tout le monde peut rentrer, toute la lumière peut rentrer. Donc, je résous le problème de ma vitesse de tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait pour faire rentrer autant de lumière avec un temps 25 fois plus court? J'ai ouvert mon objectif 25 fois plus. Par exemple. Voilà. Plus j'ouvre mon diaphragme, plus je fais rentrer de lumière.
Donc, entre un palier, donc vous voyez, en fait, après, ça, vous verrez quand vous aurez un appareil, quand vous avez un appareil dans les mains, ça fonctionne par palier. Donc, 1, 8, 2, 2, 4, 2, 8, 3, 5, 4, 4, 5, 5, 6. Enfin voilà, il y a différents paliers. Plus le chiffre est grand, plus ça va fermer. Quand vous êtes à 5, 6, et que vous avez votre vitesse, que vous pouvez pas toucher votre vitesse parce que voilà, en dessous de cette vitesse-là, je sais que je vais être flou. Ouais. Eh ben il faut que j'ouvre un peu. Donc je vais prendre ma molette et je vais essayer à 4, je vais essayer à 2,8, je vais essayer à 2,4 pour avoir la quantité de lumière suffisante. D'accord. Voilà. Donc on va compenser en fait. On va compenser tout simplement. C'est une histoire de débit, comme je vous ai parlé, et cette notion-là, elle est super importante, c'est-à-dire qu'il y a une quantité de lumière. Vous imaginez la lumière comme de l'eau qui coulerait d'un robinet. C'est exactement la même chose. Plus j'ouvre mon robinet, ben, plus je vais avoir d'eau qui coule d'un seul coup. Voilà. Et là, c'est exactement la même chose. Plus j'ouvre, plus je vais avoir d'eau. Plus j'ouvre, plus je vais avoir de lumière. Voilà. Alors, maintenant qu'on sait cela, l'ouverture, elle joue également sur un autre paramètre. Qui est la profondeur de champ. La profondeur de champ, qu'est-ce que c'est? C'est la zone de netteté que je vais créer, que je vais avoir sur ma photo. Ça, on va dire que c'est une notion mécanique, optique des appareils photo. C'est-à-dire que quand je joue, en fonction de comment je vais ouvrir, ma zone de netteté va se réduire ou s'augmenter. Et plus j'ouvre, plus ma zone de netteté se réduit. Alors, c'est un outil qui est extrêmement important pour nous les photographes, puisque on va rechercher ce flou, cette zone de netteté courte. C'est-à-dire que quand je vais faire le portrait de quelqu'un, je vais chercher à ce que l'arrière-plan soit flou. Pourquoi? Pour que le sujet que je prends en photo ressorte. Vous voyez? Et d'ailleurs, les smartphones d'aujourd'hui, les derniers modèles, créent artificiellement ce flou. C'est-à-dire que vous prenez la photo, il se met en mode portrait maintenant, votre appareil smartphone, et il va créer un flou, vous voyez, comme si tout basculait flou, pour faire ressortir le sujet. Alors, c'est très bien, mais c'est encore approximatif. C'est un logiciel qui va recréer ça par rapport à ce qu'il pense avoir défini comme de l'arrière-plan. L'appareil photo, lui, il y a une distance. C'est-à-dire que on va pas rentrer dans le détail des calculs des distances, etc. Mais votre sujet se trouve à 2 mètres, j'ouvre à 4, je sais que je vais avoir ma zone de netteté qui va commencer à tel endroit, qui va terminer à tel endroit, mon sujet doit être au milieu, tout ce qui sera derrière va être flou, tout ce qui sera devant va être flou. D'ailleurs, vous faites le test, l'œil humain fonctionne également de la même manière, vous vous mettez au niveau d'une table, donc vraiment vous vous mettez vraiment accroupi au niveau de la table, l'œil au niveau de la table, et vous disposez 3 objets, un près de vous, un au milieu et un au bout de la table. Et maintenant vous allez en fixer un, le premier, le deuxième ou le troisième, peu importe. Eh bien, vous allez voir que celui que vous allez fixer, c'est-à-dire celui sur lequel vous allez faire votre mise au point. Oui, la mise au point, d'accord. Celui avant et celui après sera flou. Ouais, on va les filtrer tout seul. Et oui, donc votre œil, il a une certaine mise au point. Tout ce qui sera avant sera flou, tout ce qui sera derrière sera flou. Bien sûr. Votre appareil photo, ça sera exactement la même chose. Sauf que lui, vous allez pouvoir jouer sur cette profondeur de champ. Cette zone de netteté, vous allez pouvoir jouer dessus. Donc, dans votre cas, on va éviter d'aller chercher une trop grande ouverture, parce que lorsqu'on va chercher une trop grande ouverture sur des sujets où on va aller se rapprocher, plus ma distance va être courte, plus ma zone de netteté va être réduite, parce que c'est une proportion. D'accord. Je rentre pas dans les détails, je rentre pas dans les chiffres, mais si je prends une ouverture donnée, on va prendre l'ouverture à 1,8 et que je prends quelque chose qui est à 20 mètres de moi, je vais avoir une zone de netteté de, je dis une bêtise, de 50 cm. Si ce que je prends en photo, c'est à 50 cm de moi, ma zone de netteté elle va être peut-être de 1 cm. Et tout ce qui sera avant, ça sera flou, tout ce qui sera après, ça sera flou. Alors, là, je vous l'ai fait à la va-vite, ça correspond probablement pas en termes de proportion, mais c'est proportionnel. C'est tout simplement proportionnel. Donc, on va peut-être être bloqué en ouverture, et on va peut-être pas pouvoir descendre, on va peut-être pas pouvoir ouvrir autant qu'on le voudrait. D'accord? Donc, on va être bloqué, et peut-être qu'on va devoir rester à 3,5, à 4, surtout que, on va le voir, pour avoir des objectifs qui ouvrent au-delà de 4, il faut commencer à mettre le prix. En général, quand vous allez acheter votre premier appareil, votre premier objectif, il va ouvrir à 4, voire à 3,5 dans certaines configurations, mais ça ira pas plus haut. Donc on va être limité, on va pas pouvoir ouvrir autant qu'on voudrait. Donc là, on a vu
On a la vitesse, mais on ne peut pas descendre en dessous d'une certaine vitesse, sinon on va être flou. On a l'ouverture, mais on ne peut pas ouvrir autant qu'on veut, sinon on va rater notre zone de netteté, et puis de toute façon, j'aurai peut-être pas un objectif qui va me permettre d'ouvrir autant que je voudrais. D'accord. Donc, je suis limité, puisque j'ai une butée dans mon ouverture, j'ai une butée dans la quantité de lumière que je veux faire rentrer. Dans les deux cas, je ne peux pas faire rentrer autant de quantité de lumière que je voudrais. On arrive sur la troisième étape de notre triangle d'exposition, notre troisième donnée, notre troisième levier, c'est tout simplement la sensibilité. La sensibilité qui est nommée en ISO. Pour ceux qui utilisaient des appareils photo à l'époque des pellicules aussi, on l'avait en NASA. C'était juste la traduction en français, l'acronyme en français et en anglais. L'ISO, ça va être la sensibilité de votre capteur, de votre pellicule. Voilà, moi j'aime bien parler en pellicule parce que les gens peut-être se le représentent un petit peu mieux. Mais donc votre capteur va être plus ou moins sensible à la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre 100 ISO et 200 ISO, mon capteur va avoir besoin de 2 fois moins de lumière pour imprimer la même chose. Donc là, c'est génial. Ouais, on a trouvé notre formule magique. On n'a qu'à monter notre sensibilité à bloc et on n'a pas besoin de faire rentrer beaucoup de lumière. En gros, c'est ça, hein, on est d'accord. Voilà. Sauf que, bien évidemment, il y a toujours un petit revers à la médaille, c'est que plus vous allez monter en ISO, plus votre capteur va être sensible, plus votre pixel, votre photosite va être sensible, plus la qualité, moins la qualité sera au rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a une dégradation au fur et à mesure de la montée en ISO, et on va dire que c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas jouer plus que ça. Pareil, là aussi, je rentre pas dans les détails, mais c'est mécanique. C'est-à-dire que il y a certains seuils où va se créer ce qu'on appelle du bruit. Donc maintenant c'est du bruit numérique. À l'époque des pellicules c'était du grain tout simplement. On appelait ça déjà du bruit d'ailleurs, mais il y avait une espèce de grain qui faisait que plus vous montiez en ISO, plus vous saviez que votre photo ne serait pas nette. Et c'est pas une netteté due à la mise au point ou due à un flou de bouger. C'est une netteté vraiment de la qualité de la retranscription de l'image sur la photo. Ouais. Voilà. Donc on a la possibilité de monter en ISO. En fonction des appareils, on pourra monter plus ou moins. Là, vous le voyez sur l'exemple que je vous ai mis, sur une même image. Quand on monte à 6400 ISO, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous, à l'écran, on commence à voir un petit peu du grain. Bon, on en voit même beaucoup. Et encore, ça doit être un appareil de bonne qualité parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Ouais. À 25 000 ISO, on a une bouillie de pixels. Voilà. Donc nous, on va chercher à avoir l'image la plus nette, la résolution la plus fine, avec le meilleur piqué possible. Donc, on va monter en ISO dans la limite de ce que peut nous permettre notre appareil. Donc ça sera au début avec des tests. En général, n'importe quel appareil, et je parle là même des entrées de gamme, peut monter jusqu'à 400, 800 ISO en faisant une image où vous ne verrez quasiment pas la différence avec 100 ISO. Maintenant, bien évidemment, vous faites une photo en extérieur et vous voulez quelque chose de bien, vous allez privilégier d'avoir la sensibilité la plus basse possible parce que c'est là que vous aurez le meilleur piqué, la netteté la plus fine, indépendamment du flou de bouger et de la mise au point. C'est là que vous aurez la netteté la plus fine, la résolution la plus fine pour votre photo. Voilà. Donc voilà pour ces trois leviers du triangle d'exposition. Donc on va voir sur la diapo d'après que c'est ce que je vous ai dit depuis le début. On est vraiment sur une quantité de lumière et on va avoir nos trois leviers qui, pour une même quantité, on va s'adapter en fonction de la quantité de lumière. Vous avez vu là sur le petit schéma, vous avez une bougie pour faire rentrer une quantité donnée de lumière. Je vais devoir ouvrir en grand et pour la même quantité de lumière, je vais pouvoir fermer mon diaphragme. Parce que le soleil éclaire beaucoup plus que ma petite bougie. Et au final, sur l'appareil, j'aurai une photo exposée de la même façon. Et donc, je vous ai mis la petite image du robinet parce que c'est exactement ça. Le temps que vous allez passer, le temps que vous allez donner à votre obturateur de s'ouvrir et de se refermer va jouer sur la quantité de lumière ou la quantité d'eau qui va se remplir là-dessus.
Est-ce qu'il y a des questions? Parce que ça fait beaucoup d'infos là-dessus. Je sais que par expérience, moi, quand je donne des cours et tout ça, je sais que on comprend relativement bien le concept, le principe, mais de toute façon, il y aura que l'expérience. Hein. Il y aura qu'en pratiquant et en essayant et en faisant ses propres essais qu'on arrivera à comprendre. Voilà, là, ça joue sur tel ou sur tel facteur. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce triangle? On peut pas, du coup, par rapport à ce que tu nous exposes, on ne peut pas, par exemple, se dire demain en cabinet, il y a un réglage, je dirais, type, qui pourrait nous permettre d'avoir une image de qualité. On est obligé de faire au cas par cas, de faire des tests nous-mêmes, d'essayer de baisser, d'augmenter les données en fonction de ce que tu nous as présenté. Ou est-ce qu'on a, par exemple, des grilles, des leviers peut-être par rapport au fait qu'on soit en intérieur, par rapport au fait qu'on soit dans un milieu où finalement il y a des couleurs différentes ou de la salive, des choses comme ça. On est obligé de faire des tests. Non, alors voilà, non. Là, moi, quand je parle de faire des tests, c'est bien évidemment de faire des tests. Si vous voulez, je veux dire, savoir quel réglage mettre dans quelle situation. Pour la première fois au cabinet, bien évidemment, il va falloir faire les tests pour savoir comment je peux avoir une bonne image dans mon environnement. L'environnement, ça sera le cabinet. Le cabinet, a priori, vous changez pas de cabinet à chaque fois que vous traitez un patient. Le dentiste à domicile, je sais pas si ça existe, j'en ai jamais entendu parler. Ça se fait. Voilà, partons du principe que c'est un dentiste à domicile. Là, oui, il va devoir s'adapter à chaque fois. Un nouvel. Oh là là, Séverine, elle me dit quelque chose. Je vais y revenir. Il y a une question de Séverine, mais mais ça, j'y reviens sur la fin. Mais voilà, l'objectif de comprendre ça, c'est justement d'enlever, de ne plus utiliser l'automatique. Je vais y revenir, Séverine. J'ai du mal à associer le tout manuellement. J'utilise automatique, voilà. Mais on va y revenir et c'est bien d'avoir soulevé ça parce que c'est souvent l'erreur, c'est on reste en automatique. En automatique, ça peut être bien. Sauf que c'est l'appareil qui décide. Je vais y revenir. Donc là, je finis juste sur ce point, sur le dentiste à domicile, par exemple. Il va devoir s'adapter à un nouvel environnement à chaque fois. Donc soit il sait, par expérience, comme c'est le cas à partir d'un certain moment de pratique. Moi, vous imaginez bien, quand j'arrive dans un endroit, sans même avoir besoin de calculer, je sais à peu près, je sais que mon sujet, il bouge ou il bouge pas. Donc, je sais que je vais d'entrée partir sur telle vitesse. Je vois la luminosité, donc je sais que je vais partir sur telle ouverture et telle sensibilité. Je prends, surtout qu'aujourd'hui, on paye plus la pellicule, hein, on a le résultat qui s'affiche sur l'écran. Je fais ma photothèse, je regarde. Si c'est trop sombre, je vais ouvrir un peu plus ou monter un peu plus ma sensibilité. Si c'est trop clair, je vais augmenter un peu ma vitesse pour que ma vitesse d'obturation soit plus rapide et qu'il y ait moins de lumière qui rentre. Tout simplement. Donc, une fois qu'on a compris sur quoi jouer tel et tel réglage, on n'a plus le problème d'associer le tout manuellement comme à Séverine, et petit à petit, on va savoir s'adapter très rapidement. Pour la plupart d'entre vous qui êtes sédentaires, une fois que vous avez vos réglages, ça va changer très très peu, voire pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a déjà le cas où votre luminosité est parfaite et où vous n'avez pas besoin d'accessoires et de flash, ça on va y revenir, vous n'avez pas besoin de flash et donc vous prenez votre photo. Il y a le cas où vous travaillez en grande partie, si vous avez un cabinet très lumineux avec une grande baie vitrée et donc là, vous allez avoir votre luminosité qui va varier en fonction de la météo, parce que entre un gros soleil du mois de juin et un temps nuageux du mois de décembre, vous n'aurez pas la même luminosité. D'accord. Donc là, oui, il faudra adapter un petit peu. Et je parle dans le cas où vous n'utilisez pas un flash. Si vous utilisez un flash, par définition, vous aurez toujours la même condition d'éclairage. On va pallier l'éclairage, Voilà, donc vous aurez toujours les mêmes conditions de lumière. Conditions de lumière, triangle d'exposition, c'est l'exposition à la lumière. Hein. Donc voilà, une fois qu'on a compris ça, ça nous permet de varier, ça nous permet d'adapter. Mais normalement, en cabinet, une fois qu'on sait que, allez, pour avoir les meilleures photos, il faut que je sois... donc, on a dit que l'ISO, la sensibilité devait être la plus basse possible. Donc, on va partir du principe que je dépasse pas les 200. Faut que je sois ISO 200. Je vais me mettre à F4 parce que mon appareil me limite à F4. Ma vitesse, je descends à 1/50e. Je prends ma photo. Ça fonctionne. On touche plus à rien. Ça fonctionne pas, je vais monter un petit peu ma sensibilité, je vais essayer d'ouvrir un peu plus, je vais baisser un peu ma vitesse, mais vraiment pas plus parce que je sais qu'après ça fait flou. Mais voilà, on va adapter et ça bougera plus. D'accord. Ça bougera quasiment plus.
Voilà. Une fois qu'on a compris ça, normalement, on est bon. Donc voilà, ça c'était pour les principes de base. Donc je vais revenir parce que Séverine nous a dit voilà, moi j'ai du mal à associer le tout manuellement. On va y revenir vite fait, mais la pratique. Voilà, la pratique. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est sortez de l'automatique. Surtout si c'est personnel. Voilà, si vous faites des photos, si vous avez un appareil photo pour vous, Séverine, si c'est personnel, ça va vous prendre du temps un petit peu, ça va être parce que c'est très très difficile au début quand on sort et puis votre mari à côté, oh, regarde avec mon smartphone, tu vois, moi j'ai pas besoin de réfléchir, je fais ma photo, tu as vu, elle est faite, elle est nickel. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. Moi aussi quand je vais au resto, mon plat il est super réussi. Hein. Voilà, c'est pas moi qui l'ai fait le plat. Hein. Voilà. Alors que si je me mets derrière les fourneaux, que je m'intéresse et que je fais ma recette une première fois, que je la rate une deuxième, quand je sors mon plat exactement comme j'ai voulu et qu'il est délicieux, j'ai la satisfaction d'avoir fait le plat que je voulais. Voilà. Maintenant, je peux pas me vanter d'avoir mangé un bon plat au restaurant par rapport à celui qui cuisine tout seul. Là, ça sera pareil. Si je fais ma photo, si je la réussis avec mon appareil photo réflexe, c'est moi. C'est moi qui suis responsable de la photo parce que j'ai décidé tel et tel réglage. Et surtout, j'ai pu donner un tout autre aspect à ce que j'ai vu. On a vu la vitesse tout à l'heure qui donnait du flou. Le flou, j'ai pu le vouloir. J'ai pu le vouloir. J'ai pu chercher à donner un effet de flou pour rendre l'impression de vitesse plutôt que de figer. Je vais prendre en photo une fontaine. Je peux soit mettre une vitesse très rapide pour figer les gouttes sur la photo, dans le temps, ou alors donner cette impression on va dire d'une fontaine, on va dire qu'il va donner une masse d'eau toute lisse, parce que je sais que j'ai baissé ma vitesse. Quand vous avez les photos de la mer qui est calme, qui est plate, où on voit même pas une vague, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de vague, hein, c'est parce que le bonhomme, il a posé un trépied, il a mis une vitesse très lente, et il a pris sa photo. Hein. Mais il a décidé de la faire comme ça. D'accord. Donc voilà. C'est pour ça que travaillez pas en automatique le moins possible en automatique, surtout si vous avez le temps. Voilà. Là, c'est à titre perso, surtout si vous avez le temps. Faites vos tests, passez par-dessus cette frustration, faites vos essais, privilégiez dans un premier temps les programmes semi-automatiques. Celui c'est-à-dire vous allez vous choisir une vitesse et lui va vous calculer l'ouverture. Et ça, c'est au début. Et passez au tout manuel dès que vous pouvez. Moi, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Ok. Donc voilà, on passe sur un autre des principes de base dont on n'a pas parlé, c'est la distance focale. Alors la distance focale, comme je vous disais tout à l'heure, c'est tout simplement le zoom. Alors, le zoom, en quoi c'est important que je vous en parle aujourd'hui, puisque vous allez me dire, moi si je prends photo une bouche, je vais juste caler mon objectif, si c'est un objectif, voyez, un transstandard où je peux aller de 18 à 55, etc. Et je peux me rapprocher, m'éloigner. Ou si j'ai un objectif fixe, comme ici, c'est-à-dire que celui-là, il n'y a pas de zoom intégré, c'est-à-dire que c'est moi qui dois me rapprocher ou m'éloigner, je vais juste me rapprocher, m'éloigner. Oui, c'est vrai. Sauf que la distance focale, elle va avoir une influence également sur votre image. Alors la distance focale, avant tout, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la distance qu'il y a entre votre capteur qui est à l'intérieur de votre appareil, je vais vous montrer. Vous avez un capteur qui est caché par le miroir que vous voyez là. Vous voyez le carré blanc, vous voyez, c'est le miroir. Quand je fais mon clic-clac, c'est le miroir qui se lève et qui se referme. C'est la distance qu'il va y avoir entre ce capteur et la lentille qui se trouve dans votre objectif. Vous voyez, il y a une distance focale. Je schématise, mais c'est ça. Hein. Et qui se calcule en millimètres. D'accord? En millimètres, en centimètres, en mètres. Hubble, c'est 56 mètres, hein, mais le télescope spatial Hubble, c'est 56 mètres. Mais pour un appareil photo, à part dans de rares cas où vous avez des objectifs qui dépassent le mètre, mais on n'en parle même pas, vous avez un chiffre. Vous voyez, là, moi, j'ai un 17,55. Ça veut dire que je peux aller entre 17 et 55 millimètres de distance focale. C'est tout simplement mon zoom. D'accord. 17, c'est comme si j'étais très loin. 55, je me rapproche. Un téléobjectif, c'est-à-dire que si je veux aller vraiment loin, je vais avoir ce zoom-là. Donc, vous voyez qu'il est plus grand, plus long. Pourquoi? Celui-là, il va de 80 à 200. Vous voyez? Donc, lui, il n'a pas un barillet qui sort. Ça, c'est la conception de l'objectif qui veut ça. Le barillet ne sort pas pendant que je tourne, ma bague de zoom. Le barillet ne sort pas, parce que tout se passe à l'intérieur. Mais mon barillet, quand je tourne, de 80 à 200, comme sur l'image que vous voyez, je vais me rapprocher de l'éolienne sans bouger de ma place. D'accord? Donc voilà, le zoom, ça va jouer là-dessus.
Nous, je vous ai montré ça plus pour info, on s'imagine bien que ça, à moins de se mettre à l'autre bout du cabinet pour prendre la photo, on n'en aura pas besoin. Dans la plupart des cas, vous allez avoir avec votre kit, si vous prenez un kit réflexe, vous allez avoir cet objectif-là, qui va en général, c'est 18-50 ou 18-55, voyez, et qui permet de zoomer. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que le fait de dézoomer et d'aller, comme vous le voyez, alors je vois pas, oui, je suis à 17 et 24 mm, c'est ça? Je vois pas bien, moi, j'ai pas exactement bien le retour. 24, ouais. Voilà, 17, 24, 35, 50. Je dois 50, 70, etc. Ouais. Le 50, ça correspond, grosso modo, à l'échelle de la vision humaine. D'accord. C'est-à-dire que si je mets à 50, que je prends mon appareil, que je fais ma photo, que j'enlève et que je regarde, je devrais avoir à peu près la même chose. Ok ? Si je veux prendre plus large, avoir un champ d'ouverture plus large, une vision plus large, je vais descendre, je vais baisser ma distance focale et donc je vais aller à 17 mm. Vous voyez bien que oui, à 17 mm, je vois beaucoup plus de choses. Sauf que, alors donc on pourrait être tenté de, je prends à 17, je prends large et je me rapproche un maximum. Sauf qu'il va y avoir deux notions à prendre en compte là-dessus. La première, c'est la distance de mise au point. Parce qu'un appareil photo, il va pouvoir faire la mise au point qu'à partir d'une certaine distance. C'est comme vous, votre œil, quand je rapproche le doigt de mes yeux, à un moment donné, je louche, puis je vois plus. Je peux plus le suivre, je peux plus faire la mise au point sur mon doigt. Mettez-vous le doigt devant l'œil comme ça, je me mets de profil, vous voyez, à ne serait-ce que 1 centimètre. Vous ne pouvez pas le regarder net. Vous ne pourrez pas faire la mise au point. Et regardez, vous allez pouvoir faire la mise au point à partir d'une dizaine, une quinzaine de centimètres, vingtaine de centimètres. Là, vous pourrez. Je ne sais pas si ça marche, vous voyez, bon là je vais plus cacher la caméra, mais faites le test, votre appareil photo fonctionne de la même manière. Il y a une distance à respecter. Et si vous ouvrez trop, il va falloir que vous vous rapprochiez plus. Si vous ouvrez si vous baissez votre distance focale, si vous reculez votre distance focale, vous allez devoir vous rapprocher plus et vous allez vous rapprocher à un tel point que vous ne pourrez pas faire votre mise au point. Et la mise au point, c'est ce qui permet d'avoir une image nette. Tout simplement. C'est comme quand moi je regarde mon doigt là qui est trop près. Non, attends, je recule pour le voir. Je suis obligé de me reculer par rapport à l'objet pour le voir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, pourquoi je descends pas à 35, à 24 ou à 17 mm? C'est tout simplement parce que l'image, en dessous de 50 mm de focale, va se déformer. C'est le principe de la lentille, de la lentille convergente, la lentille du Judas, de la porte, quand on regarde, on voit de partout, mais on voit super déformé. C'est exactement la même chose. Plus je vais ouvrir, plus je vais déformer. D'accord. Et donc vous, ce que vous voulez pas, c'est d'avoir une bouche qui est déformée. Vous voyez ? Donc on va essayer d'avoir l'image la plus fidèle possible à la réalité. Donc il va falloir opter pour une distance focale, en général aux alentours de 50 mm. Donc évitez de dézoomer pour avoir le plus large possible. Il vaut mieux rester à 50 mm et reculer. D'accord. Voilà. D'ailleurs, quand aux photographes débutants, en général, on leur conseille. Moi, quand j'ai quelqu'un qui veut vraiment progresser en photo, c'est-à-dire que quand quelqu'un me demande un cours, on va dire pour juste apprendre à servir de son appareil photo, il va s'amuser. Amuse-toi avec le zoom. Mais moi, quelqu'un qui veut progresser en photo, moi, je veux devenir un photographe, je veux avoir l'œil, je veux développer mon œil, ma vision, etc. Je lui dis, mets ton zoom de côté, ne t'en sers pas. Prends-toi un objectif à focale fixe. D'accord. Focale fixe, donc c'est-à-dire que vous avez choisi le 50 mm. Si vous voulez prendre plus large, vous allez devoir reculer. Si vous voulez prendre plus près, vous allez devoir vous approcher. Et la focale fixe, ça va vous éviter de jouer avec cette bague de zoom et ça va vous éviter de déformer votre image. D'accord. Tout simplement. Donc si vous avez l'opportunité, vous prenez un objectif fixe 50 mm. Ça coûte, par le fait que ça soit une focale fixe, ça coûte moins cher. En tout cas, les entrées de gamme, ça va coûter beaucoup moins cher qu'un objectif zoom. D'accord. Et surtout, vous serez sûr de ne pas avoir d'image déformée. Si c'est pas le cas, parce que si votre appareil il est livré avec un 18-55, aucun souci, assurez-vous bien d'être embuté à 55 et de vous reculer un peu plus, plutôt que de la jouer entre guillemets flemmard, de dézoomer, de prendre votre photo et d'avoir une bouche qui va être partiellement déformée. D'accord. Voilà, je rentre pas dans les détails, mais voilà, ça va jouer là-dessus. Okay.
Dernier point, histoire que vous ne soyez pas surpris le jour où vous prendrez vos photos. Alors en général, c'est un point sur lequel c'est l'appareil qui va faire le travail tout seul, parce que quand on se met à toucher ce paramètre-là, c'est que on retravaille nos photos derrière en général. Vous, j'espère que ça sera pas le cas. Le but, c'est pas de perdre de temps. C'est la balance des blancs. La balance des blancs, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement comment la lumière va être captée, de quelle manière elle va être captée par votre capteur. Je vous ai parlé tout à l'heure de longueur d'onde de la lumière. Il faut savoir que la lumière a une température. Ça paraît comme ça un peu contre-intuitif, mais il y a une température à laquelle va correspondre des couleurs. Alors, contrairement à nos robinets, le rouge, c'est les couleurs froides, et le bleu, c'est les couleurs chaudes. Voilà, dans le spectre lumineux, c'est ça. Voilà, tout ce qui est sous le rouge, c'est le froid. Plus un objet est froid, plus il va descendre en rouge et en infrarouge. Plus un objet est chaud, il va monter dans les violets et dans les ultraviolets. Les ultraviolets qui vous brûlent l'été, ils sont ultraviolets. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus chauds. Ils sont plus chauds, tout simplement, que la lumière visible déjà qu'on a. Ultraviolet. Voilà. Plus on va aller du côté chaud, plus on va aller dans le violet, dans le bleu. Et donc, votre lumière, elle a une couleur. Et comment on règle la couleur? En ce qu'on appelle en balançant les blancs, en allant chercher le blanc. En fonction de comment comment mon objectif, comment mon appareil a compris la scène, vous voyez là sur l'image que je vous ai mis, il va se dire, tiens, ça a l'air d'être blanc, donc je le mets blanc, la lumière est jaune, donc je le restitue jaune. Très bien. Puisque ma lumière, elle a une couleur. On a dit que la lumière du soleil, elle a une couleur. Vous voyez qu'elle est assez jaune. Si je veux le rendre blanc, il faut que je dise à mon appareil, non, mais en fait, ce que toi, tu as vu en jaune, puisque la lumière était jaune, elle était de certaine chaleur, d'une certaine température, et donc, toi, tu l'as compris comme étant jaune, et bien, en fait, jaune, ça correspond à blanc. Et donc, en touchant cette balance des blancs, il va décaler toutes les autres couleurs. Je ne rentre pas exactement dans le détail, mais pour arriver, vous voyez, sur cette photo qui a été prise probablement en intérieur, je vais aller rechercher les couleurs les plus fidèles possibles. Tout simplement. Si je prends ma photo et que j'ai la bouche du patient qui me ressort jaunâtre de partout, et jaune, pas à cause de ses dents, mais un jaune général, c'est que ma balance des blancs n'est pas bonne. Alors, j'en parle juste pour pas que vous soyez surpris, mais sur la plupart des réflexes, sur tous les réflexes d'ailleurs, la balance des blancs, elle est automatique. Mais c'est automatique comme la vitesse, l'ouverture et la sensibilité peuvent être en automatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le boîtier, c'est le programme, c'est le logiciel qui est intégré dans le boîtier qui choisit quelle balance des blancs utiliser. Or, il peut être trompé. Il peut se tromper par l'environnement, par telle ou telle lumière. Quand vous avez, si vous êtes dans un cabinet où il n'y a pas de fenêtre sur l'extérieur et que vous avez qu'une ampoule, la lumière sera jaune. Vous la voyez blanche parce que notre cerveau compense et pour nous, c'est de la lumière, tout ce qu'il y a de plus normal. Sauf que quand vous allez prendre la photo, ça sera jaune. Parce que la température de la lumière va tirer vers les jaunes. Et donc, nous tout simplement. Parce que nous, on a ces éclairages, au cabinet. On a ces cialytiques, qu'ils soient néon ou pas, peu importe. De toute façon, ça n'a pas d'incidence. Chaque éclairage aura une température différente. Okay. Chaque éclairage, d'ailleurs, sur le petit schéma que j'ai mis, vous voyez que il y a deux éclairages artificiels, trois éclairages artificiels différents. Le flash, c'est un éclairage artificiel. Le fluorescent, c'est un éclairage artificiel. Le tungstène, c'est un éclairage artificiel. Et là, on est sur le. Vous voyez ? Et donc, on a des teintes différentes en fonction. Et donc, la balance des blancs, soit on choisit un programme, soit on laisse automatique, soit on va chercher carrément la couleur qui se rapproche le plus. Mais dans votre cas professionnel, ça sera rare de toucher ça. Mais voilà, la balance des blancs, ne vous faites pas avoir pour restituer la fidélité des couleurs de vos photos. C'est bien de savoir ça, que si j'ai une photo jaune, mince, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'ai touché ? Balance des blancs, tout simplement. D'accord. Voilà. Ok. Voilà les principes de base. Alors après, il y en a d'autres qui en découlent plus ou moins ou qui peuvent venir se rajouter. Mais alors, on a eu Coralie nous dit, on a eu des soucis de prise de teinte à cause de ça. Voilà, ça c'est typiquement le problème quand on a une balance des blancs qui est mal réglée. Alors, et là, il faut qu'on soit fidèle. Dans ce cas-là, moi, ce qu'il faut faire, donc dans ce cas-là, vous prenez une feuille A4.
blanche, hein, bien évidemment, je ne le précise pas, mais vous la mettez sur un support contrasté. Donc, si vous allez sur une table blanche, ça va pas vous rendre service, mais sur un support qui peut être de couleur bleu, jaune, vert, etc. Vous vous mettez à distance de manière à ce que votre page, votre feuille ou votre support, peu importe ce que c'est, mais une feuille A4, on sait que c'est blanc, fasse, allez, on va dire entre un quart et un sixième de la taille de l'image. C'est-à-dire que je vais prendre ma photo, voilà, où ma page va prendre ça à peu près. D'accord. Je la prends en photo. Il faut pas qu'il y ait d'ombre qui vienne dessus. Hein. C'est-à-dire que si je suis par-dessus avec mon appareil et que j'ai l'ombre de mon appareil, c'est pas bon. Donc on va essayer d'avoir l'éclairage que vous avez dans lequel vous travaillez habituellement. Oui. Vous allez vous mettre de façon à ce que vous ne soyez pas entre la source de lumière et la feuille pour que votre feuille prenne un maximum de lumière possible. Vous la prenez en photo. Et à partir de cette photo, dans votre réglage de la balance des blancs, vous allez chercher, vous allez bouger de façon à ce que la feuille soit le plus blanc possible. Je vais voir si je peux vous le faire en direct. J'ai peur que ça ne rende pas forcément bien à l'écran. Là, je sais pas si on est super équipé, mais par exemple, voilà, je prends en photo ma feuille. Donc vous voyez, alors non, celle-ci elle va être un peu sombre. Vous voyez, je fais mon test et j'étais pas bon. Eh ben j'en refais un, c'est pas un souci ça. Et tu parlais de contraste, mais du coup, nous, en bouche, il y a le gros contraste rouge-blanc qui va du coup forcément influencer cette balance. Le contraste rouge-blanc. Ouais. Non, en fait, ta balance des blancs, elle s'appelle des blancs parce que qu'est-ce qui ne change pas le blanc, je veux dire, un rouge et un rouge, ben voilà, il va y avoir d'infimes différences. Blanc, c'est blanc. De la même manière que noir, c'est noir. Sauf que là, on a bien vu que le noir, c'est ce qu'il y a à la base, et plus on fait rentrer de lumière, plus on a de blanc. Donc, on va venir se caler pour trouver du blanc. Là, par exemple, je me mets sur... Voyez, alors, voilà, j'ai ma balance des blancs. Regardez, donc j'ai mon appareil. Je ne sais pas si on va bien voir, hein, mais j'ai mon appareil. Je vais aller chercher mes blancs, voyez. Donc, j'ai mon... Alors, on voit pas bien, là, sur l'écran. Et je peux aller chercher... Alors, où est-ce que c'est? C'est là, non, je sais même plus moi où c'est. Je peux aller chercher, vous voyez, le réglage qui va me changer la teinte. Ah, ça jaunit. Vous voyez, est-ce qu'on voit le changement de teinte? Voilà. Donc, et en fonction d'eux, on va chercher celle qui est le plus, qui se rapproche le plus de la réalité. Et comment on va la rapprocher le plus de la réalité? En ayant le blanc qui soit parfaitement blanc. Si mon blanc vire sur les jaunes, ça veut dire que toutes mes autres couleurs vont être parasitées par ce jaune. Elles vont être influencées par ce jaune. Si mon blanc est blanc, les autres couleurs seront fidèles. Voilà. Sauf que c'est beaucoup plus facile de régler un blanc que de régler le rose d'une gencive. Oui, plus ou moins rose, plus ou moins, etc. Voilà. Où est-ce que c'est? Ah voilà, c'est ça le réglage cherché. Vous voyez, après il y a même un réglage. Je sais pas si on le voit bien. Vous voyez le petit diamant. Voilà. Et là, je peux me déplacer manuellement pour aller vraiment chercher. Les violets, là tu es dans le rose. Voilà. Et là, je vais aller chercher exactement le blanc que je veux. Tu tends vers d'autres couleurs pour que ton blanc il soit plus fidèle. Exactement. Exactement. Alors ça, je vous donne l'astuce si vous voulez faire une super photo de paysage ou de coucher de soleil. Votre balance des blancs, eh ben, vous allez l'emmener d'un côté ou de l'autre. Hein. Ça va pas être. Vous avez tous. Mais on va surtout créer de nouvelles couleurs. C'est-à-dire que quand on voit une photo où on voit un bleu et des oranges et des roses fantastiques, mais ils y sont pas en vrai. Non, ils y sont pas. On a juste décalé notre balance des blancs pour modifier un peu les couleurs, tout simplement. Hein. Vous faites pas avoir par ça. On peut tout à fait changer la teinte d'une photo et donc créer une nouvelle image, tout simplement. C'est une création. Hein. La photo, c'est une création. Donc voilà, la balance des blancs, c'est ce qui va définir la fidélité aux couleurs. Et donc ça va être en fonction de votre éclairage. Est-ce que vous avez une ampoule incandescente? Est-ce que vous avez un halogène? Est-ce que vous avez la lumière externe, etc. Vous pouvez faire confiance à la balance des blancs automatique, c'est ce qu'on fait en général, mais dans certains cas, vous aurez peut-être besoin de trouver un réglage spécifique, de le garder pour prendre votre photo et pas avoir de mauvaises surprises. Super. Voilà. Super.
voilà, moi j'ai fait le tour sur les principes de Oui. base. Je pense que s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Mais donc on va passer maintenant sur l'aspect pratique, c'est-à-dire maintenant quel équipement est indispensable pour pratiquer en cabinet. Tout simplement l'appareil. Ça paraît bête à dire, mais l'appareil c'est une base. Alors vous voyez que je différencie l'appareil. L'appareil pour moi c'est ça, hein, c'est uniquement. Le boîtier, ouais. Voilà, l'appareil c'est ça, c'est le boîtier. Vous voyez, le boîtier. Alors là, comme je vous ai dit, on est sur des modèles élaborés. Je vous rassure tout de suite. Un réflexe entrée de gamme, hein. Nikon, Canon ou Pentax. Pentax, ça se fait un peu moins, mais vous pouvez en trouver de très intéressants. Ça suffira largement pour votre pratique et ça va vous durer. Normalement, un appareil, même entrée de gamme, pour une pratique occasionnelle, peut durer 20 ans, 30 ans. Et tu as une idée un peu des Là-dessus. tarifs peut-être? Alors j'ai très sincèrement, à titre personnel, j'ai pas trop les yeux sur les entrées de gamme depuis pas mal d'années maintenant. Mais comme tout le monde, moi j'ai commencé avec un entrée de gamme. À l'époque, je l'avais payé peut-être l'équivalent de 5 ou 600 euros parce qu'il y avait plusieurs objectifs. Je pense qu'aujourd'hui, sur Canon ou sur Nikon, on peut partir avec des appareils très performants entrée de gamme à 300, 400 euros. Hein. 300, 400 euros. Boîtier plus objectif, ça va suffire tout à fait. En revanche, le conseil que je donne, c'est ne prenez pas pour une pratique, ne prenez pas de l'occasion. Si vous ne savez pas, à moins de l'acheter à un professionnel, et encore, si vous ne savez pas, vaut mieux, à la limite, si vous connaissez la personne et vous savez de quelle façon elle prend soin de ses affaires, c'est bien. Sinon, ne prenez pas de l'occasion. J'ai déjà eu, moi, des mauvaises surprises. Je connais des tas de gens qui ont eu des mauvaises surprises. Je dis ça alors que, moi, quand j'ai un appareil que je veux revendre, j'essaie de le revendre aussi à quelqu'un, mais je sais que je prends soin de mes appareils. C'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc voilà. Mais prenez-en un neuf qui sera sous garantie, qui sera tout ça. Il faut savoir que un appareil, même de base, il est garanti par les constructeurs en général pour 100 000 déclenchements. C'est-à-dire que s'il y a un problème au niveau du déclenchement, de l'obturateur, du mécanisme de déclenchement, en dessous de 100 000 déclenchements, vous le renvoyez à la maison mère, même si la garantie temps est passée, ils sont censés vous le changer. 100 000 déclenchements, c'est énorme. Oui. C'est énorme pour une pratique. Pour une pratique occasionnelle, on va dire. Pour une pratique occasionnelle, pas pour une pratique intensive de professionnel, même pour une pratique amatrice. Quand vous faites des photos par passion, vous partez le week-end et vous faites quelques shootings ou quelques reportages photos pour vous parce que vous partez en rando, tout ça, vous allez faire le bilan à la fin de l'année. Si vous avez 3, 4, 5, 6 000 photos, c'est le maximum. Hein, et c'est déjà beaucoup. Donc voilà, si vous prenez 20, 30 photos par jour dans votre cabinet, 100 000, vous avez le temps de les faire. Oui, non, mais c'est bien. Puis 300 euros, c'est abordable, hein, parce que c'est facturé. Il y a moyen de facturer en plus les bilans photo en cabinet dentaire. On a un code acte pour ça. Si on le met en place, que les patients sont, je dirais, préparés au fait que pour leur plan de traitement, il va y avoir des photos et que c'est facturé, c'est très, très vite rentabilisé. Donc, c'est pas un achat extrêmement important. Je pense pour un cabinet dentaire, c'est largement abordable. Hein, et on fait des belles photos. Un bon matériel. Ah non. Ouais, surtout si derrière vous avez moyen de le facturer encore plus, quoi. Mais quoi qu'il arrive, en plus, moi je vous dis 300, 400. Mais en tant que si c'est un achat professionnel, vous récupérez la TVA dessus. Donc bon, c'est voilà, c'est vous pouvez vous lâcher là-dessus, il y a aucun souci. Mais un entrée de gamme, moi à titre personnel, le premier appareil entrée de gamme que j'ai acheté, je l'ai gardé. Je m'en suis servi pendant 7 ans. Oui. Pendant 7 ans. Avec un usage un peu intensif et tout. En tirant dessus, hein, en tirant dessus, en l'emmenant de partout. C'est pas l'appareil photo. Ah, et je le sors que dans les grandes occasions et je fais attention. Non, je l'emmenais. Voilà quoi. C'est le but, c'était de l'amortir, de l'utiliser, de sortir des photos. Et j'ai même des photos encore issues de cet appareil qui sont encore moi dans mon book professionnel, qui font partie des photos que je présente quand je présente mon travail. L'appareil photo, voilà. Le meilleur appareil photo, moi je pars du principe, c'est celui qu'on a sur soi.
Donc l'appareil photo réflexe, ça peut vous suivre pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, même à titre personnel, pour faire des photos de vacances, des photos de famille, ou pour vous initier, ou pour faire un petit peu des photos un petit peu créatives où vous allez vous faire plaisir. Ça là-dessus, ne vous faites pas avoir, ne rentrez pas si quelqu'un vous regarde de haut parce que votre appareil c'est l'entrée de gamme ou parce qu'il a fait des photos. Le tout, c'est de les réussir. C'est voilà. On revient sur la métaphore de la cuisine tout à l'heure. Sur la cuisine tout à l'heure, voilà. Moi, le chef dans le restaurant, je veux pas savoir si la cuisine elle est design et super équipée et super grande ou si elle est toute petite. Moi, si ce qui est au final, si c'est bon, je suis content. Et il y a vous mettez un grand chef dans la petite cuisine de chez vous, hein, et vous me mettez moi dans la cuisine du plus grand étoilé de France. Oui. Je pense que le résultat, on verra qui est le chef étoilé et qui est le novice. Oui. Vous voyez, pourtant, j'aurai les meilleurs outils à ma disposition et lui, il aura ma cuisine et mon four à micro-ondes et mon four classique, quoi. Et pourtant, il va sortir de meilleurs plats que moi. Donc voilà, l'appareil ne fait pas le photographe. Voilà, l'appareil va vous permettre d'aller explorer certaines possibilités, mais l'appareil ne fait pas le photographe. Ne vous laissez pas avoir par ça. Je vous en supplie. Puis nous, dans le cabinet, j'avoue que ne serait-ce que d'avoir un boîtier, même si c'est l'entrée de gamme, c'est déjà une plus-value pour l'image du cabinet qu'un appareil photo de smartphone ou autre. Donc, amplement suffisant déjà, il me semble. Déjà pour le entre guillemets le commun des mortels, un appareil photo réflexe, c'est déjà un gros appareil. C'est déjà un bel appareil. C'est déjà un gros appareil. Ne prenez pas, n'essayez pas d'économiser 100 € en prenant un bridge ou un hybride. Ça serait une erreur. Ce serait une erreur parce qu'on est encore plus limité sur certains. Alors il va être certes peut-être un peu plus facile de prise en main au début. Mais vous allez être limité, il va peut-être moins ouvrir, il va peut-être la montée en ISO va être moins bonne. Enfin, et puis on va voir que c'est l'appareil photo. C'est le même que ma tante quand elle part en vacances. On part sur un réflexe. Non, prenez un appareil réflexe. Voilà, prenez un appareil réflexe. C'est l'appareil professionnel par excellence pour un usage professionnel. Voilà, tout simplement. Ok. Donc ça, on a vu pour l'appareil. L'objectif, on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, mais l'objectif, donc un 50, on va prendre tu parlais en moyenne, c'est ça, hein? Voilà, moi je pars du principe que si les conditions vous le permettent, il faut qu'il y ait 50 mm. Vous pouvez descendre un peu plus. Par exemple, vous voyez, moi j'ai celui-ci là que je vous montrais tout à l'heure, c'est un 35 mm, donc il va y avoir une déformation, mais vraiment légère, ça sera imperceptible. Mais voilà, si vous pouvez, prenez une focale fixe, de préférence 50 mm, et vous allez vous éloigner ou vous reculer pour créer votre cadre, mais au moins vous aurez un cadre qui correspond exactement à la réalité, qui ne va pas déformer comme pourrait déformer l'œilleton d'un Judas d'une porte. Voilà. Donc l'objectif, normalement, maintenant, les entrées de gamme, ils sont tous vendus en kit. Les appareils haut de gamme sont vendus boîtier seul et vous choisissez vos objectifs à côté. Les appareils entrée de gamme sont vendus en kit parce que tout simplement, la personne qui achète un entrée de gamme, c'est pour s'amuser tout de suite avec. Et il y aura en général un 18-55. Si vous avez un 18-55, 50 mm, 55 mm, vous ne faites pas vos photos dentaires. Je dis bien dentaires. Demain, vous allez prendre un paysage. Vous voulez prendre la montagne, le lac, etc. et prendre large, bien évidemment que vous allez mettre un 18. Et puis la déformation, vous la ressentirez presque pas. Mais voilà quoi, il y a cette question-là. L'objectif, ça ne sert à rien là aussi de monter en gamme, d'aller prendre un objectif. Là, je vous ai mis exprès, là c'est pour les Canon, je crois, une série L avec le liseré rouge comme ça, qui est un objectif professionnel. L'objectif que vous voyez là, je sais plus exactement quel modèle c'est, mais il doit être entre 600 et 1000 €, quelque chose comme ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Aucun intérêt. Comme je vous ai dit, moi, si je vous dis que j'ai fait pendant 7 ou 8 ans avec mon appareil d'entrée de gamme, c'était aussi avec les objectifs d'entrée de gamme qui allaient avec. Et j'ai quand même pu m'amuser, j'ai quand même pu faire mes photos et progresser et devenir professionnel grâce à ça. Donc, il n'y a aucun souci d'utiliser un objectif entrée de gamme. Le tout, c'est que plus il va ouvrir, plus vous allez pouvoir faire rentrer la lumière et vous allez pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Donc, si vous avez les moyens de prendre un objectif qui ouvre à 2.8, 2.4, faites-le, tout en faisant attention, mais ça sera les tests, que votre zone de netteté soit suffisante. Mais voilà, si vous pouvez prendre un objectif qui ouvre à 2.8, par exemple là, celui-ci que j'ai,
c'est un Tamron. Alors ça, c'est la gamme Pro, mais il est pas super cher. C'est un Tamron. Vous voyez, Tamron avec le liseré doré, c'est leur gamme Pro. Alors la gamme Pro de Tamron, c'est pas forcément non plus les meilleurs objectifs du monde, mais voilà. Celui-ci ouvre à 2.8, c'est un 17-50 en focale. Il ouvre à 2.8. Vous pouvez le trouver à 200 €, je crois de mémoire, 200 ou 300 €. Voilà. Donc après avoir sur le marché de l'occasion, est-ce que vous le trouvez à 150 ou à 100? Mais pareil, marché de l'occasion, toujours faire attention. À la limite, il vaut mieux le prendre d'occasion dans un magasin spécialisé, par exemple. Des fois, ils ont ce genre de produit-là. Je parle bien d'un magasin spécialisé photo. Je parle pas d'un magasin générique qui va faire de l'occasion une sorte de grand marché aux puces. Mais voilà quoi. Le tout, c'est que si vous l'essayez et qu'il fonctionne pas, vous puissiez le rapporter et récupérer votre argent ou le changer. Mais voilà quoi. Encore une fois, je pense que même avec un objectif qui ouvre seulement à 4, vous pourrez vous en sortir sans problème. Surtout que le troisième élément indispensable pour mon cabinet dentaire, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, c'est tout simplement le flash. Okay. Ouais. C'est tout simplement le flash. Donc ça, moi, je vous montre le flash que j'utilise la plupart du temps, qui est un flash Cobra. Donc le flash Cobra, pourquoi? Parce que vous voyez qu'il est monté droit sur l'appareil et qu'il se relaisse. Sur les appareils entrée de gamme, beaucoup moins sur les appareils pro et haut de gamme, mais regardez sur celui-ci, je l'ai quand même. Vous avez le flash qui est dessus, vous voyez. Donc ça, ce flash-là, et même ce flash-là, je vais vous les déconseiller. Et je vais vous laisser juste 2 minutes dans les commentaires, voir si quelqu'un trouve pourquoi ce flash-là et ce flash-là sont déconseillés. Voilà. Je ne sais pas si Lucie, si tu veux meubler entre-temps, si tu connais la réponse, si tu veux donner un indice. Mais voilà, alors, je vous le mets de profil. Je vais vous le monter, celui-là, pour vous donner une idée. Voilà, ça c'est mon flash. C'est pas un problème d'ombre après? Ça c'est mon flash, mon appareil photo. C'est alors voilà, donc tout simplement, on va avoir un problème de déport de l'ombre, tout simplement. C'est-à-dire que je vais prendre en photo, ma bouche qui est là, je prends ma photo, regardez où est mon flash. J'éclaire quoi là? Je vais flasher quoi? Je vais flasher le nez de la personne. Et je vais avoir l'ombre du nez ou l'ombre de la lèvre ou l'ombre de je sais pas quoi. J'aurai pas une lumière parfaite sur ce que je vise. Voilà, mon flash, il est bien pour ce qui se trouve à 1,50 m, à 2 mètres. Il est bien pour éclairer une pièce, par exemple sur un flash comme ça. Pareil, là je vous donne une astuce. Si vous avez un flash comme ça, alors bien évidemment avec le flash qui est monté déjà dessus ici, et maintenant je peux plus le relever, ça peut pas fonctionner, mais avec un flash Cobra, l'intérêt des fois c'est de le relever. Vous voyez, je suis dans une pièce, vous voyez que les murs sont blancs là où je suis. Si j'ai du monde et que je veux prendre une photo avec du monde, au lieu de flasher directement les gens et leur faire des ombres, parce que si je prends une photo, vous voyez là, par moi ma lumière, vous voyez qu'elle vient de ce coin-là. Vous voyez que là mon côté droit du visage est éclairé et que là c'est plus sombre. Pourquoi? Parce que l'ampoule elle diffuse une quantité justement diffuse de lumière, elle diffuse la lumière. Le flash il va projeter une lumière très très dure. Si je reçois un flash, je vais avoir mon côté du visage au moment de la photo qui va être noir. Mon ombre elle va être marquée. Je vais avoir l'ombre de mon nez, l'ombre de mon visage, etc. Et ça va pas être beau. Ça va creuser les cernes, ça va creuser des tas de choses. Une photo au flash, ça rend pas forcément bien. Qu'est-ce que je fais? Je relève mon flash. Et ma lumière part vers le plafond, qui elle va réfléchir et va diffuser ma lumière. Donc si je suis dans une pièce et que je veux prendre une photo de groupe, je vais privilégier avec ce flash-là de prendre en photo le plafond, de flasher le plafond, tout simplement. Et d'ailleurs, quand vous voyez, regardez un petit peu quand vous voyez à la télévision, vous voyez les gens les photographes, des amovibles, des trucs que tu peux mettre à côté, ça n'existe pas? Ah, ça existe. Ton flash Cobra, tu peux le monter, mais ça se fait plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai besoin de mes deux mains, un pour tenir, l'autre pour régler mon zoom. Je peux pas me balader. Ça, c'est plus en mode où j'ai le temps de me placer, où je sais que je veux comme ça, ou alors je vais les poser sur des trépieds. Ça, on est encore sur un autre cas. Mais j'ai un groupe dans une pièce. J'ai pas assez de lumière, donc je vais avoir besoin de me servir d'un flash. Avec ça, je vais viser le plafond, légèrement incliné pour que la lumière rebondisse et redescende vers mon groupe, et je vais faire ma photo. Là, on n'est pas dans ce cas-là. Donc moi, je vais vous conseiller de faire un achat tout simple.
Alors là, pareil, hein, les prix peuvent aller du pas cher au très très cher, mais vous pouvez vous contenter très largement des entrées de gamme là-dessus. C'est ce qu'on appelle le flash annulaire. Okay, ouais. Voilà, je ne sais pas si on le voit là-dessus. Ça permet, là, par rapport à mon flash tout à l'heure, est-ce que vous voyez la différence de la source de lumière? Tout autour de la zone qu'on veut prendre en fait. Ah ben là, ce que je vise avec mon appareil, je veux prendre en photo, ouais. Ben, j'ai mon appareil, et surtout l'intérêt, c'est que ce genre de produit-là, alors je sais pas si sur celui-là ça y est, oui, je peux le mettre, vous voyez, en constant. C'est-à-dire que c'est plus un flash qui va se déclencher au moment où je prends la photo, parce que je suis en constant. C'est-à-dire que là, je peux régler en direct quand je prends ma photo, je vais pouvoir régler pour m'adapter à ce que je vois. Normalement, je peux même, vous voyez, je peux régler l'intensité, donc faire plus ou moins, je sais pas si on le voit bien. Oui, on voit, ça descend, ouais. Voyez, on voit que ça baisse. On le voit, voilà, parce que comme il y a le capteur de la webcam qui se met automatiquement. Vous voyez, ça c'est un automatique, c'est-à-dire que lui, il va sa vitesse et sa sensibilité, il l'adapte à la quantité de lumière qu'il reçoit. Vous voyez, comme tout à l'heure on disait. Si je lui balance beaucoup de lumière, vous voyez comme moi je suis sombre, et hop, et là je redeviens clair. Voilà. Donc ça, c'est super pratique en cabinet dentaire, je pense. Moi, je m'en sers par exemple quand je fais du pack shot, c'est-à-dire quand une marque me demande de prendre en photo ses produits. Ben, soit j'ai un éclairage autour, mais je peux venir aussi avec ça et prendre la photo exactement de ce que je veux. Ou quand on se filme, vous voyez, si je veux être filmé en permanence, avoir un éclairage qui vienne directement de moi, directement sur moi. Et non pas un éclairage un petit peu décalé où je vais créer une ombre sur mon visage. Je veux un éclairage de face, vous voyez. Là, je sais que mon objectif vient directement sur moi, et donc ma lumière vient directement sur moi. Donc ça, pour moi, je pense que c'est super pratique pour vous, et d'autant plus que c'est, pour moi, ça donne un effet encore plus professionnel, parce que ça, vous le voyez pas de partout. C'est vrai. Ça, vous le voyez pas de partout. C'est-à-dire que quand vous débarquez, on revient sur la question de tout à l'heure, mais je fais ma photo avant de poser la question. Quand je sors ça, je me doute bien que je vais pas me balader dans la rue après derrière. Oui, c'est ça. C'est pas l'appareil photo que je ramène de la maison. Photo pro, ouais. Vous voyez, on a l'impression que il y a Karl Lagerfeld qui va sortir et qui va revenir de là où il est, et qui va faire des photos, quoi. Il y a Jean-Paul Gaultier qui nous l'a prêté le temps d'une journée. Mais non, mais c'est bête, ça fait pro pourtant. Regardez, hein. Ça c'est un appareil photo entrée de gamme, ça c'est un objectif entrée de gamme, ça c'est un flash annulaire entrée de gamme. Voilà, je vous le dis en exclusivité. C'est un entrée de gamme. Après, vous voyez, en plus vous allez pouvoir, ça c'est pour perso, vous allez pouvoir changer le diffuseur, et il y en a de couleurs différentes. Ça c'est pour donner des effets de style. Alors vous, c'est pas ce que vous allez rechercher, mais à titre personnel, vous pouvez très bien aller chercher des anneaux qui sont jaunes, qui sont rouges, qui sont bleus, qui sont verts, et vous donner des effets de lumière à vos photos qui vont être super intéressants, et voilà, qui vont sortir un petit peu de l'ordinaire. Hein, flash annulaire, pour moi, c'est un indispensable. C'est un indispensable pour toutes les raisons, pour les raisons pratiques et pour les raisons d'image du cabinet que je viens de vous donner. Voilà, et moi je pense qu'à partir de là, vous êtes paré, quoi. Après, vous avez des tas de petits accessoires qui peuvent vous servir. Ça peut aller du trépied pour laisser l'appareil dessus. Ça peut être en fonction, alors on en avait parlé, ça peut être de la carte SD Wi-Fi, si l'appareil ne fait pas Wi-Fi. Maintenant, il y a des appareils qui font Wi-Fi, mais qui va vous balancer l'image directement sur un terminal. Alors je sais pas encore si c'est faisable pour l'envoyer directement sur le logiciel sur lequel vous travaillez. Moi, je sais que je m'en sers pour envoyer les photos prises par mon appareil directement sur mon téléphone. Voilà. Et après, moi, de mon téléphone, je peux les envoyer, que ce soit au client ou même les montrer. C'est-à-dire que quand je suis en studio, je mets une tablette sur un trépied et ce que je prends en photo, le client ou le modèle peut les voir en quasi direct. C'est-à-dire qu'au bout de 2 secondes, la photo est transférée sur la tablette et ça apparaît. Après, on peut regarder, choisir ensemble celle-là, sans avoir besoin de passer par le petit écran de l'appareil. On passe par la tablette. Vous, est-ce que ça peut vous l'envoyer directement sur votre ordi? Je sais pas. Moi, j'ai jamais testé. Ça serait peut-être à creuser. Mais bon, dans tous les cas, voilà quoi. Une fois que votre appareil est sur votre photo est sur votre appareil, vous le balancez sur votre ordi et c'est réglé avec ça.
Sur ça, d'ailleurs, un petit conseil, c'est traiter vos photos au fur et à mesure. Voilà, ne laissez pas l'appareil. Voilà, je prends ma photo et puis je le fais toute la semaine parce qu'à la fin de la semaine, c'est la prise de tête, puis c'est source d'erreur. Voilà, prenez 5 minutes à la fin de la journée pour vider la carte et pour mettre, voire même à la fin de la matinée, à la fin de l'après-midi pour mettre dans le dossier patient. Mais faites-le. Voilà, faites-le au fur et à mesure. Sinon, ça ne servira à rien. Vous allez vous retrouver avec des photos de bouche qui ne correspondent plus à rien. La petite astuce, c'est de prendre en photo discrètement, bien évidemment, mais de prendre en photo d'abord. Vous avez votre appareil. Tiens, je vais prendre l'autre. Vous avez votre appareil. Vous prenez en photo le dossier du patient, clac, et vous faites ces photos à lui, clac, clac. Voilà. Vous posez votre appareil. Patient suivant, dossier du patient, clac, patient, clac, clac. Voilà. Comme ça, vous savez que quand vous avez toutes vos photos, ben, vous avez le nom du patient et ses photos qui correspondent juste après. Voilà. Si vous vous obligez à faire ça, même si ben, vous avez eu 2-3 jours où ça a été difficile, etc., et que vous n'avez pas pu vider votre appareil, mince, c'était qui lundi? On est vendredi, c'était qui lundi qu'on a vu après Madame Machin? Oh purée, j'arrive plus à me souvenir. Il était pas, c'était venu entre deux, et c'est un rendez-vous qui a été décalé. Il peut y avoir des tas de choses qui font que, là au moins vous avez le nom, les photos, le nom suivant, les photos. Voilà. Et vous êtes Coralie nous dit qu'a priori, il y a un logiciel qui permet de faire l'envoi via Wi-Fi. Ça peut être intéressant aussi, du coup, pour les envois aux prothésistes pour ces prises de teinte, du coup. Parce que là, en l'occurrence, on pourrait l'envoyer en Wi-Fi directement au prothésiste pour les prises de teinte. Donc, ça fonctionnerait parce que ça sera envoyé sur un réseau, sur un autre réseau Wi-Fi, si c'est possible. Hein. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant. Après, voilà. Sinon, il suffit juste de charger la carte SD ou de brancher l'appareil photo, charger sur l'ordinateur et faire le dispatching. Alors, Coralie, elle nous dit, sinon on retrouve avec la date et l'heure et le planning. Alors, je vais vous expliquer, Coralie, pourquoi moi je ne fais pas confiance à ça. Tout simplement parce que j'ai déjà eu le cas. C'est que, imaginons, on est, alors on va dire qu'on est mercredi et c'est le jeudi de l'Ascension le lendemain. Et puis vous faites le pont, d'accord? Donc vous avez 4 jours off. Donc mercredi, vous voyez que votre batterie elle est presque vide. Donc qu'est-ce que je fais? Ben ma batterie, comment elle s'enlève sur celle-là? Je ne sais même plus. J'enlève ma batterie, voilà. J'enlève mes batteries et je les mets à charger. Ok, super. Et je reviens lundi, je remets mes batteries et je commence à prendre mes photos. Sauf que mon appareil, c'est à ce moment-là que je me rends compte que au bout de 4 jours, sans batterie, il se remet à 0. Son horloge, elle se remet à 0. C'est-à-dire que vous allez être revenu sur le 1er janvier 2019, par exemple, date de sa mise en vente, de l'année de sa mise en vente en tout cas, à minuit. Et c'est-à-dire que votre photo prise le lundi matin 2 juin ou 26 mai, enfin je n'ai pas les dates de l'ascension, mais le lundi 26 mai, que vous avez la photo que vous avez prise à 9h, elle va être marquée 1er janvier à minuit 12. D'accord, c'est pas fiable du coup. Voilà. C'est pas que c'est pas fiable, c'est que si j'ai le nom, la photo, a priori je peux pas faire d'erreur. Surtout si je le fais systématiquement. C'est sûr que si entre-temps j'oublie de prendre un dossier et que je prends les photos du patient suivant sans avoir pris le nom, je vais me tromper. Mais moi, j'ai déjà eu le cas d'une remise à 0 ou d'un appareil, quand je travaille avec 2 appareils, d'un appareil qui est passé au changement d'heure et l'autre non, ça va me décaler. Alors, oui, on peut toujours tout redécaler. Ça fait du travail en plus, ça fait de la source d'erreur en plus. C'est pas perdre de temps. Voilà. Surtout quand c'est un patient qui est arrivé vite fait entre deux, je sais pas, qui a été marqué, que la secrétaire s'est trompée. Il peut y avoir des tas de choses qui font que le planning soit peut-être un petit peu décalé ou qu'il y ait une petite erreur qui soit glissée. Résultat, on se retrouve avec une photo qu'on va mettre à un mauvais patient. Bon. Voilà. Le dossier, on n'a pas d'erreur. Là, si j'ai pris, là, on peut pas avoir d'erreur. On peut pas avoir d'erreur. Moi, je me fie pas à l'informatique pour la simple raison que c'est faillible. Voilà. Et je vous dis le cas, j'enlève ma batterie, je la mets à charger, je la laisse 4 jours parce qu'il y a eu un gros congé ou parce que c'est notre semaine de vacances et quand je la remets, je vérifie pas mon heure. C'est valable pour les appareils photo, c'est valable pour des tas de choses, hein, que quand vous enlevez les piles trop longtemps, quand vous les remettez, la mémoire interne a épuisé sa propre batterie et donc est revenue à 0 au 1er janvier 2010 avec minuit 00 quoi. Okay. Voilà.
Ok, super. Bon, je ne sais pas si vous avez peut-être des questions. Voilà, Je donc pense que Florent, tu as fini sur tes explications. Euh, moi j'ai fait le qui sont tour. très complètes. Je pense que demain, on peut tous commencer la photo. Et, et voilà, j'attends de voir si on a des petites questions. N'hésitez pas hein, sur le chat, on est là pour ça. Et Bien sûr que non, les assistantes sont super rigoureuses et ne font jamais d'erreur. Oui, mais c'est pour ça que je parlais mais des. nous, non, mais notre Je suis tout à fait ordinateur ou d'accord. notre appareil, oui. C'est pour ça que je parlais. C'est pour ça que je parlais des erreurs des secrétaires. Ce sont les secrétaires qui font les Allez, on met la erreurs. zizanie. Voilà. Et là, je me suis fait plein de copines. Là, je me suis fait plein de copines d'un seul Non. coup. Non, 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 mais bien le évidemment. matériel, Non, c'est une vrai que erreur, par ça peut définition. être. Non, mais c'est comme des fois les principes de pas sortir les plannings. Moi, j'ai un réflexe au cabinet. Je sors quand même tous les soirs avant d'attaquer ma journée. Pour le lendemain, je sors mes plannings papier parce que j'ai trop eu le cas de l'ordi qui se lance pas, de ne pas avoir les noms des patients, de pas avoir et d'être coincé en fait quand l'informatique ne fonctionne pas. Des fois, ben c'est fini. Donc ça peut être faillible. Hein, c'est le même principe. En l'occurrence, il faut essayer de prévoir l'imprévisible. C'est ça. Et en tout cas, ben, nos actions, ben, c'est tout simplement les erreurs ou les mésaventures qui nous sont arrivées par le passé qui font qu'on met en place certaines actions, certains mécanismes pour éviter que ça se reproduise, tout simplement. Bon, ben, très bien. On va te libérer, Florent. Merci à toi pour toutes ces informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, on va vous laisser profiter de votre samedi soir tranquillement. En tout cas, Voilà. Et puis pour ceux que ça aura convaincu, ben, achetez-vous un appareil photo et faites des photos. Faites-en plein. On paye plus la pellicule maintenant. Faites des photos et développez-les. Voilà. Gardez une trace de vos photos, c'est important. Ne pas les laisser dormir et dans un pour celles disque et ceux dur. qui éventuellement auraient besoin de conseils en plus, je pense que du coup, je pourrais vous mettre en contact avec Florent qui sera disponible pour ça, pour vous aider à éventuellement mettre en place deux, trois réglages si vraiment on voit qu'on a du mal sur la pratique. N'hésitez pas, je ferai le lien, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, merci à toi et merci à tous pour votre confiance et pour votre présence, je dirais, d'être là et de participer. Et on se retrouve bientôt lundi pour l'orthodontie. On va faire l'introduction de l'orthodontie. On avait pas mal de monde sur l'ortho, du coup, la photo fait partie aussi des traitements ortho, donc du coup, on reste dans le même thème. Allez, bonne soirée tout le monde. Merci Merci à Laurent tous et à et à toutes. Bonne bientôt. soirée. Bye.